Bonjour à toutes et à tous. Tous les meilleurs vœux à chacun d'entre vous pour une année, on va dire, plus sereine au niveau des collectivités. Je pense que, alors déjà, je prie d'excuser l'absence de Catherine Héritier, notre présidente. Et puis, je pense qu'on va, si vous en êtes d'accord, peut-être commencer tranquillement dès maintenant. Donc, cette formation cette sensibilisation sur les marchés publics, sachant donc qu'on aura d'autres sensibilisations pour ceux qui ne l'ont pas noté. Je vous fais juste la petite note. On aura une sensibilisation dans le cadre des universités des maires sur l'urbanisme réglementaire lundi prochain, 11 janvier, les assurances de la commune le 14 janvier et la voirie communale le 19 janvier. C'est toujours à 10h30, toujours les mêmes codes, comme ça c'est simple pour tout le monde. Voilà, donc ça c'était pour les petites annonces de début. Et puis, je pense que dès à présent, on peut démarrer donc sur cette initiation sur les marchés publics. Je vais rester là quelques temps, je devrais m'échapper, donc c'est Lucie qui continuera et qui sera là pour relayer vos questions, s'il y en a que vous mettez sur le chat, et voilà. Et puis, je laisse la parole, je pense, à Mélodie pour cette intervention sur les marchés publics. Merci beaucoup. Alors, meilleurs vœux à tous. Et puis, on va commencer. Je pense que certains, vous avez des réunions qui s'enchaînent. Donc, je vais essayer d'aller le plus vite possible, notamment sur quelques points rapides, mais que vous retrouverez au sein du PowerPoint. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. Vous me dites si ça fonctionne. Clac. Voilà, OK. Donc, vous me dites oralement si vous... Non, il n'y est ça pas. Ne marche pas. Alors, attendez. Ça marche pour Ça marche pour vous? Vous avez Est-ce que vous avez un support PowerPoint ou vous avez juste le nom? Parce que si vous n'avez pas le PowerPoint, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Et c'est juste le nom. Bon, j'arrive. Non, il n'y a pas le PowerPoint. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, oui, d'accord. Bon, là. Vous me voyez là? Non. Est-ce que vous le voyez? Non, toujours pas? Non, toujours pas. On voit pas le PowerPoint, mais on voit le Zoom en fait. Il y a bien un partage d'écran, mais vous pas le... Vous voyez le Zoom? Ouais. D'accord. Oui. Ah, voilà, il est apparu, c'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon, ouais. C'est bon là. C'est bon. Génial, super. Voilà, donc si tu veux, alors maintenant, il faut que tu te mettes comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Comment ça se fait? Parce que je suis sur Chrome. Ouais, c'est bizarre, c'est ça, non? Bon, c'est pas grave, je leur demande. Si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. On a un petit problème de partage, mais du coup, oralement, vous m'indiquez, si vous voulez intervenir, vous intervenez tout simplement. Donc déjà, à titre préliminaire, je vous indique que dans cette formation, sur les fondamentaux des marchés publics, forcément, comme son nom l'indique, on ne va pas aborder tout ce qui est concession. Les concessions de services publics, c'est des types de contrats qui ne sont pas des marchés publics. Donc déjà, ça, à titre indicatif, je vous dis qu'on ne le verra pas là. Et ensuite, mon PowerPoint est fait de telle manière à ce que vous ayez en fait des petits points clés avec certains éléments. Donc surtout à la fin, vous avez un point vocabulaire avec la liste des guides en fait d'aide à la rédaction. Je reviendrai à la fin là-dessus. Et en fait, j'ai construit donc cette présentation pour vous présenter vraiment
les clés des marchés publics et que vous ayez en fait à la fin de cette petite introduction aux fondamentaux, certains réflexes. Alors effectivement, vous n'allez peut-être pas être des juristes en commande publique, mais néanmoins, vous allez déjà avoir quelques réflexes. Quand vous allez entendre certains types de vocabulaire, je pense que déjà ça va vous parler à l'issue de cette petite formation. Alors, déjà, j'entends beaucoup lorsque je vais en intervention, lorsque je demande aux élus à quoi, lorsqu'on vous dit marché public ou commande publique, à quoi vous pensez? Quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête? Et j'entends beaucoup accord cadre, appel d'offres, j'entends des fois MAPA, des fois j'entends 3 devis. Donc déjà, la commande publique, comme toute matière juridique, est encadrée, on va dire encadrée par un certain vocabulaire, une certaine, une certaine classification avec des particularités de langage. Donc déjà, quand on commence un peu avec les marchés publics, on se rend compte que c'est assez spécifique. Et des fois, le vocabulaire bloque la compréhension. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, je suis obligée de vous cibler en fait ce que c'est qu'un marché public. Donc déjà, un marché public, la définition, c'est quoi? Alors, je vais peut-être vous mettre peut-être en diaporama, ça prendra voilà, ça prendra tout l'écran. Peut-être que c'est plus simple pour vous. Vous voyez mieux? C'est bon? Oui, c'est bien. Oui, c'est bon, c'est bien. Très bien. Donc déjà, un marché public, ça reste un contrat. C'est-à-dire un contrat conclu à titre onéreux. Là, vous allez me dire, on ne peut pas vraiment le différencier d'un contrat que nous, on conclut à titre privé. J'ai besoin d'un téléphone portable, je vais chez un opérateur téléphonique, je dis, voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un forfait avec un téléphone, voilà, et vous concluez un contrat. Là, la différence avec, votre contrat de téléphone mobile, c'est le qui. Le qui, c'est qu'on est entre un acheteur public et un opérateur économique. Alors, ce terme d'acheteur public, ce sont des termes que vous allez retrouver régulièrement, qui sont synonymes aussi de pouvoir adjudicateur. Alors, je ne sais pas si ces termes-là vous parlent, mais je pense qu'on rentre déjà dans la spécificité de ce qu'est la commande publique. Peut-être dans les articles que vous allez consulter ou dans le code lui-même, le code de la commande publique, vous allez retrouver cette terminologie de pouvoir adjudicateur. Pouvoir adjudicateur, c'est quoi? C'est une collectivité territoriale ou l'État. Donc, il n'y a pas énormément de pouvoir adjudicateur. Voilà, donc, pour faire simple, on va retenir acheteur public. Une collectivité territoriale, une commune, est un acheteur public. Dans tous les cas, elle sera un acheteur public. Oui? Excusez-moi, parfois Oui, c'est dites-moi. découpé votre message. Comment? On ne vous entend pas très bien. Parfois c'est découpé. Vos paroles sont hachées. Sont hachées. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui, on D'accord. t'entend. Alors parfois, moi... on va voir. Non, mais moi j'entends très bien. Je pense que, enfin, si ça fait ça pour tout le monde, c'est possible que ça vienne d'ici, mais moi j'ai l'impression que ça vient plutôt de votre connexion, madame. Je confirme, moi j'entends très bien de mon côté. Je vais essayer de ralentir peut-être un petit peu pour que ça soit, que ma diction soit peut-être moins hachée lorsque vous entendez. Peut-être que ça va régler quelques difficultés d'écoute. D'accord. Alors, donc je reprends la différence, voilà, entre vous qui avez besoin d'un téléphone portable et la collectivité et la commune, c'est que la commune est une administration publique, est un acheteur public. Donc, dans on va dire dans son action, comme ce n'est pas son argent, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la collectivité, vous êtes soumis à quelques règles. Et en fait, c'est là où on va dans le pourquoi aussi, qui est très important. Donc, c'est le dernier, le pourquoi, c'est répondant aux besoins de l'acheteur. Ce besoin, souvent, il s'identifie, c'est facile, la plupart du temps, je dis bien, il y a un lien avec l'exécution d'un service public. Alors, pas forcément tout le temps, mais on peut le rattacher à un service public. Et pour quelles raisons? Pourquoi est-ce qu'on va passer un contrat? Ça porte principalement sur 3 types de besoins. On a le besoin en réalisation de travaux, l'achat de fournitures ou la réalisation d'une prestation de service. Alors, réalisation de travaux, ça parle à tout le monde. Travaux de réfection, de la voirie, on peut avoir réhabilitation, rénovation, voilà, tout ce qui travaux, c'est assez facile. Fourniture,
par excellence, on va parler des fournitures de bureaux. Et une prestation de service, on a les prestations de bureaux d'études, d'analyse des sols. On peut aussi avoir conseil juridique. Voilà. En principe, ce type de notion est assez simple. Je dois insister sur le fait que, effectivement, ça reste un contrat, mais un contrat qui est particulier. Pourquoi? Puisque vous êtes une collectivité territoriale, vous œuvrez pour l'intérêt général ou un intérêt local, du moins. À chaque fin de petit slide, vous voyez, vous avez ici les articles du code que vous allez pouvoir retrouver. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous serez chez vous et plus tard, lorsque vous reverrez ce PowerPoint, à aller relire un peu le code de la commande publique afin de vous imprégner un peu de cette particularité juridique, parce que le vocabulaire est assez particulier. Donc, pour refaire un résumé, la marché public reste un contrat passé par un acheteur public pour des besoins en lien avec l'intérêt général. Et en fait, une fois qu'on a compris vraiment que la différence avec vous en tant que particulier et une collectivité territoriale qui est finalement cet intérêt général ou intérêt local, c'est que finalement, comme ce n'est pas nos sous, on va avoir un ensemble de principes qui vont venir dicter l'action des acheteurs publics. Voilà. Et ces grands principes, on va les retrouver au sein du Code de la commande publique. Ce sont ceux-ci. Donc, on a la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la transparence de la procédure, l'efficacité de la commande publique et la bonne gestion des deniers publics. En fait, ces 5 grands principes, ils vont venir se décliner. Ils se déclinent comment? À chaque phase du marché. Et c'est la raison pour laquelle souvent on entend « oui, mais les marchés publics, c'est compliqué. On n'y comprend pas trop, c'est long, c'est fastidieux, etc. » Alors, je suis obligée de vous dire oui, des fois, effectivement, plus le montant est élevé, en fait, il y a une relation avec la dépense, plus ces 5 grands principes vont avoir des applications rigides. Moins la dépense est élevée, plus ces grands principes, vous allez avoir une latitude, c'est-à-dire faire jouer votre bon sens pour les respecter, alors que plus on est dans une dépense élevée, et plus ces 5 grands principes vont être d'application rigide. Alors, la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la transparence de la procédure est une chose facile à mettre en œuvre depuis la dématérialisation de tout ce qui est achat. Alors, la dématérialisation de l'achat, ça passe principalement par un profil acheteur. Alors, je ne sais pas, peut-être que les élus qui m'écoutent, pourriez-vous me dire si, en termes de profil acheteur, vous êtes familiarisé avec cette terminologie? Est-ce que vous savez un peu à quoi ça renvoie ou pas du tout? Dites-moi. Alors, Marc Moretti, maire de Villermont, moi je connais parfaitement, effectivement, voilà, j'utilise depuis un certain temps, donc voilà. Je suis assez familiarisé avec cette procédure. Très bien. Quand je vous dis profil acheteur, vous savez ce que c'est. Il m'est arrivé d'être en université des maires et surtout pour les nouveaux élus. Lorsque je parle de profil acheteur, ça patine un peu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, en fait, le profil acheteur, pour ceux peut-être qui ne savent pas ce que c'est comme un espèce de, je vais être très terre à terre pour expliquer un peu ce que ça veut dire. C'est comme une grosse plateforme Facebook, on va dire, où la commune a donc son identité, où elle va mettre en fait sur le net les cahiers des charges relatifs à ses achats. Donc, pour les travaux, pour les fournitures et pour les services. Donc, ça permet en fait, justement, lorsque tout est sur Internet, de coupler avec une publicité suffisante, on va dire, sécuriser l'information que vous donnez aux candidats, puisque finalement, sur cette plateforme, tout le monde a accès aux mêmes documents, tous les candidats se retrouvent avec le même degré d'information, et ça permet finalement, le 3e point, la transparence de la procédure, puisque tout le monde a accès à tous les documents sur une plateforme qui est du coup publique, facile d'accès, et voilà. Donc, c'est par ce biais que maintenant, en fait, ces 3 gros principes qui sont vraiment les plus importants arrivent à s'appliquer de façon presque automatique une fois qu'on a réalisé une publicité et qu'on utilise son profil acheteur. Après, le 4e et le 5e, l'efficacité de la commande publique et la bonne gestion des deniers publics sont plus
ce sont des principes qui sont plus en lien finalement avec la façon dont vous allez utiliser les marchés publics pour rendre finalement l'acte d'achat efficace et avoir une bonne gestion. C'est-à-dire vous avez réalisé des économies ou vous avez peut-être pris un prestataire qui était peut-être plus cher, mais qualitativement, finalement, vous avez une garantie sur 5 ans ou sur la durée totale du marché, ce qui vous permet en fait finalement d'être plutôt sur une efficacité de la commande publique. Voilà, donc c'est encore une fois, ces 5 grands principes qui doivent complètement être intégrés dans votre acte d'achat vont venir se décliner. Et cette déclinaison, elle va venir, comme je vous l'ai dit, à chaque étape de la vie d'un marché. Et là, je vais devoir vous faire un parallèle peut-être avec, un contrat, on va dire, d'ordre privé, où en fait, finalement, lorsque vous êtes, on va reprendre l'exemple du téléphone qui est plutôt simple, puisque tout le monde a un téléphone portable ou au moins a accès à Internet, c'est que moi, en tant que personne privée, je définis mon besoin. Je vais dire, moi, j'ai besoin d'un téléphone, un smartphone, je veux qu'il ait tant de gigas, j'ai besoin de faire ça, je veux qu'il ait un appareil photo avec… Voilà, donc vous allez un peu penser à ça, puis vous allez aller directement en boutique. Donc là, cette première définition, finalement, elle appelle chez nous le bon sens. La seule différence, on va dire, qui est dans les phases du marché, c'est que lorsque vous êtes une personne privée, vous ne faites pas face à ce qu'on appelle la passation du marché public. Cette passation du marché public, elle s'exécute grâce à ce profil acheteur dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cette phase où on a mis sur le profil acheteur le cahier des charges, on laisse un certain temps au candidat pour répondre et du coup, on est dans ce qu'on appelle la passation du marché public. C'est la seule différence avec finalement, on va dans les phases, dans les étapes du marché, avec un contrat d'ordre classique ou de personnes privées. Donc après, il y a effectivement l'exécution. Donc par exemple, voilà, si l'on prend un marché classique, on va dire de fourniture de bureau, moi je vais définir que j'ai besoin de 7 ou 8 stabilos. Je prends des exemples très basiques, 7 ou 8 stabilos par service avec machin. Donc là, je vais définir un petit peu que j'aurai besoin de stabilos, de bics, etc. Je vais passer mon marché en fonction de ce montant et en fonction de ce que j'aurai défini sur mon profil acheteur. Après, il s'exécute, c'est-à-dire que je vais passer mes bons de commande si j'ai besoin de bons de commande. Et je vais recevoir ma fourniture. Et puis finalement, mon marché aura une date de fin, donc c'est la fin du marché. Jusque-là, je pense que c'est du bon sens. Et là, on arrive, on va dire, à une partie un peu plus dure. Et c'est là où vous allez devoir être assez attentif. Alors, pourquoi ? Effectivement, ces 5 grands principes que je vous mentionnais tout à l'heure, vous vous rappelez, transparence, égalité, efficacité, bonne utilisation des données publiques, vont venir en fait se décliner aussi par un vocabulaire précis. Alors, comme je vous disais à titre préliminaire, j'entends beaucoup des élus me dire c'est un accord cadre. Ou alors, ils me disent c'est un appel d'offres. Et là, forcément, je suis obligée de les reprendre pour qu'on parle en fait le même langage. C'est-à-dire, comme je vous ai indiqué dans ma première définition, on a 3 types d'objets de marché. Donc, c'est ma première colonne. On a services, fournitures et travaux. Par contre, en parallèle, et c'est là où vous allez comprendre quand je vous disais un petit peu au début que vous allez acquérir des réflexes, c'est qu'en fait, il n'y a que 3 procédures de passation. Par exemple, l'accord cadre n'est pas une procédure de passation. Vous vous rappelez, ici dans mes phases, je vous disais, on est sur 4 phases, définition, passation, exécution, fin de marché. Dans cette slide-là, donc avec ce petit tableau, la procédure de passation, il n'y en a que 3. Un accord cadre ou un appel d'offres n'est pas une procédure de passation. Un accord cadre à bon de commande n'est pas une procédure de passation. Donc vraiment, j'insiste, 3 types d'objets de marché, 3 types de procédures de passation. Je vais les détailler avec vous. La deuxième colonne, on reste vraiment sur la deuxième colonne. La procédure de passation, il y en a 3. Donc la première, c'est la procédure sans publicité ni mise en concurrence, qu'on appelle souvent technique des 3 devis. On a un petit montant, on va mettre 3 artisans du coin en compétition, ils vont nous rendre un devis, et voilà, on aura fait une petite mise en concurrence, mais comme le montant est peu élevé, on se rappelle juste des 5 grands principes. On se dit, est-ce qu'on a donné la même information aux 3 ? Est-ce qu'on a bien respecté l'égalité de traitement ? Est-ce que, voilà, on a bien adapté notre publicité ? Bon, là, finalement, c'est un petit montant, donc on est bon. Ensuite, il y a la procédure adaptée, qu'on appelle MAPA. Et en dernier, la procédure formalisée. En fait, ces procédures de passation sont en lien direct avec le montant du marché.
Le montant du marché, il est fixé comment? Il est fixé par vous lorsque vous allez définir. Vous allez dire, bah, alors j'aurais besoin, à mon avis, de tant de stylos par an. OK, plus ça, plus ça, plus ça, ça vous fait un montant. En fonction, effectivement, de la récurrence du besoin ou pas, vous allez plutôt décider d'une procédure ou d'une autre. Quand je parle de récurrence, par exemple, un marché de travaux est un marché qui va s'exécuter, par exemple, pour les travaux de voirie. Vous allez dire, bah, non, on veut que ça soit fait pour la voirie A, on veut que ça soit fait entre juillet et août. Donc, on va dire que ça s'exécute d'une seule traite. Par contre, les fournitures de bureau, vous allez me dire, bah, c'est quelque chose de récurrent. On en a besoin régulièrement. Donc, voilà, il va falloir un peu définir sur une année votre dépense et le multiplier par 4. Pourquoi par 4? Parce que c'est la durée maximale, on va dire, de ce qu'on a à droite, accord cadre. L'accord cadre, donc c'est pour ça que j'embraye sur mes deux autres colonnes, mais je les verrai très succinctement. L'accord cadre est une technique d'achat. La technique d'achat, c'est une façon d'exécuter son achat. On est déjà un peu plus dans l'exécution ou dans une définition un peu plus différente que la procédure de passation. La procédure de passation, je vous ai dit, c'est ce qu'on utilise pour bien respecter les 5 grands principes. La technique d'achat, c'est déjà encore différent. Ce n'est pas une procédure de passation, c'est une technique d'achat. Donc, quand je vous disais, on est sur, je vais remonter un peu, voilà. Concentrez-vous sur les 3 procédures de passation, ou quand vous allez définir votre besoin, vous allez dire, bah, qu'est-ce que je vais utiliser en fait? Comment est-ce que je vais, en fonction de ce que j'aurais bien expliqué, succinctement sur un petit papier, vous faites des comptes, vous demandez peut-être à votre comptable ou à votre secrétaire de mairie, vous allez dire, bah, écoutez, on a dépensé combien l'année dernière, donc en 2020, pour les fournitures de bureau. Elle va vous dire, bah, attendez, je fais le calcul, tac, 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 on a dépensé tant. Je veux dire, on a dépensé 10 000 € en fourniture de bureau. D'accord. Et on a exécuté comment? Est-ce que c'était tout le temps à la même date? Est-ce qu'on a fait des bons de commande au fur et à mesure? Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Ou est-ce qu'on fait en fonction des besoins, etc. Donc, avec toutes ces définitions que vous allez un peu élaborer, mais vous inquiétez pas, j'ai une slide avec toutes les questions que vous devez vous poser. C'est vraiment pour que vous compreniez un peu le mécanisme des marchés publics. Ça va donner un montant par an. Comme je vous ai dit, il faut le multiplier par 4. Puisque s'il y a une certaine récurrence dans cet achat, il va falloir se projeter sur plusieurs années. Puisque sinon, on va vous dire, mais attendez, vous avez fait ça cette année. Alors, souvent, je prends l'exemple des voyages pour seniors. Dans ma collectivité avant, on avait une visibilité sur 2 ans. Puisque la 3e année, on ne savait pas finalement le budget qu'on pourrait allouer aux seniors. Donc, en fonction, on était là. Est-ce qu'on privilégie un voyage senior ou alors est-ce qu'on privilégie, par exemple, des paniers? Donc, comme on savait qu'on pouvait tenir sur 2 ans, on passait à marcher sur 2 ans. La 3e année étant finalement un peu, enfin, clairement pas connu, quoi. Donc, on disait, bah, on passe sur 2 ans. Mais on évaluait le montant sur ces 2 années-là. Et non pas sur une année. On se disait, bah, sur une année, on va faire 3 voyages, ça fait tant. Donc, sur 2 ans, ça fait tant. Et du coup, on choisissait la bonne procédure. Donc, rappelez-vous, donc, cette petite colonne, vous allez la retrouver toujours en haut, en 2e. Et c'est là où, en fait, il va falloir un petit peu vous accrocher. C'est qu'effectivement, lorsqu'on vous parle de procédure, il faut bien comprendre qu'à chaque procédure de passation, donc il y en a encore, je rappelle, et je vais vous marteler jusqu'à la fin, il n'y en a que 3, est attaché un montant. Le montant conditionne en fait la rigourosité de l'application de ces 5 grands principes. Par exemple, si je suis en procédure, donc je vais prendre la plus rigoureuse, qui est la procédure formalisée, on est en fait sur une obligation de publicité très renforcée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On doit publier au bulletin officiel des marchés publics et au journal officiel de l'Union européenne. Donc, voilà comment en fait je vais respecter mon égalité de traitement, ma transparence des procédures et la liberté d'accès à la commande publique. Vous voyez, plus on est dans un montant élevé, donc procédure formalisée, ici on a les montants, plus on va être soumis en fait à des obligations de respect de publicité. Donc, par exemple, la procédure formalisée, je pense que si vous êtes des petites communes, et j'ai souvent le cas, vous n'y accédez quasiment, enfin, vous n'y allez quasiment jamais dans cette procédure formalisée. Il y a deux petits
Deux petites différences, c'est que pour les travaux, c'est 5 350 000, donc autant dire que pour arriver à des travaux à hauteur de 5 millions, il faut quand même y aller pour être en procédure formalisée. Et ensuite, pour fourniture et services, c'est supérieur à 214 000. Ces chiffres-là, qui sont donc sur la colonne de gauche, changent à peu près tous les 2 ans. Et avec le plan de relance mis en œuvre par le gouvernement et qui a été annoncé dès décembre, on a des exceptions au principe. Alors, encore une fois, là, c'est un tableau qui vous parle en termes de principe, mais en droit, vous savez, il y a énormément d'exceptions. Donc, pour l'instant, on reste sur les principes et je reviens après pour vous aider à mieux comprendre sur quelques exceptions qui vont forcément vous être utiles. Alors, on va se concentrer sur ces deux procédures, la procédure sans publicité ni mise en concurrence, qu'on appelle la technique des 3 devis, ou la procédure adaptée. Donc, comme vous voyez, la procédure sans publicité ni mise en concurrence, lorsqu'on regarde support de publicité, il n'y en a pas. C'est aucun, gré à gré. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai besoin pour mes cantines de pain, je vais prendre chez l'artisan. À l'année, j'ai une maternelle et 3 écoles primaires. En fait, ça fait même pas 7 000 €, je multiplie par 4, puisque c'est un besoin récurrent. 7 000 fois 4, ça fait 28. Je suis bien en dessous des 40 000 € hors taxe. Donc, finalement, je vais juste veiller, et c'est là où il faut faire attention, à ne pas passer finalement tout le temps par le même prestataire. Si sur ma commune, j'ai 3 ou 4 boulangers qui font le même travail, avec la même qualité de pain, c'est-à-dire peut-être avec certains labels que vous voulez mettre en avant, et bien, il faut veiller à changer de temps en temps de prestataire. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris que dans la procédure sans publicité mise en concurrence à 40 000 €, on n'a pas besoin de publicité. Dès qu'on passe au-dessus de 40 000 €, là, le législateur nous dit, bon, là, quand même, la dépense commence à être élevée, donc il va falloir que vous réalisiez une petite publicité. Parce que sinon, les 5 grands principes, on a du mal à voir comment ils vont venir s'appliquer. Et donc là, il y a on va dire deux types de plafonds. Entre 40 000 et 90 000, la publicité, le support de publicité est libre. Donc, vous avez votre profil acheteur. Votre profil acheteur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette espèce de gros espace Facebook où vous allez mettre votre cahier des charges. Avec la dématérialisation, ce qui est vrai et ce qui est très bien, c'est que finalement, avec Internet, une fois que c'est sur votre profil acheteur, finalement, c'est sur le web. Donc, tout le monde y a accès. Il n'y a plus de presse spécialisée ou presse locale, par exemple. Une fois que c'est sur le net, en principe, tout le monde y a accès. Ensuite, on vous dit, vous pouvez peut-être, en fonction du secteur d'achat, s'il est très compliqué, choisir une presse spécialisée, toujours publiée au BOMP, donc au bulletin officiel des annonces des marchés publics, ou au tout autre journal des annonces légales. Et dès qu'on est au-dessus de 90 000 € et jusqu'à 214 000 € pour les fournitures et services, là, on vous dit, attention, forcément au BOMP, à minima. Donc, vous avez votre profil acheteur, là où vous allez mettre votre cahier des charges. Et en fait, votre profil acheteur est souvent couplé, c'est plutôt bien fait en fait, couplé avec le site du BOMP. Donc, c'est un clic et il va directement se publier sur le site des BOMP. C'est hyper intelligent, c'est assez bien fait pour une fois, on ne va pas trop les critiquer. Les plateformes se sont mis au diapason et ont bien communiqué avec la plateforme de l'État. Et du coup, c'est un clic sur votre profil acheteur et ça se met directement sur le BOMP. Par contre, pour les travaux, on a, je ne sais pas si vous vous souvenez quand je vous parlais il fallait y aller pour arriver à 5 millions. En dessous de 5 millions, c'est forcément une procédure adaptée ou MAPA. Donc, je rappelle, on a 3 grandes procédures. Procédure sans publicité ni mise en concurrence, en dessous de 40 000. MAPA, là, attention, il y a 2 seuils, entre fourniture et services et travaux. Et en dernier, c'est la procédure formalisée, où on retrouve encore cette distinction entre fourniture et service. Mais si on a en tête 40 000, 214 000 € et 5 350 000, en principe, déjà, on se situe quand vous allez définir votre besoin. Si vous calculez rapidement sur une année, puis vous multipliez par 4, en principe, vous retombez à peu près sur… voilà, vous gardez en tête 214 000. Les décrets changent tous les 2 ans et on va dire qu'il y a des ajustements autour de 5 000 €, 10 000 € peut-être pour les travaux, je ne me souviens plus très bien, mais ça doit être aux alentours de ça, pour la dernière modification. Et celui qui est le plus modifié, c'est celui de 40 000. Voilà. Pourquoi? Puisque en fonction, on va dire, du mécontentement des élus et
de la volonté qu'on a de simplifier en fait l'acte d'achat, ce seuil de 40 000 € est revu. Il est passé peut-être en 3-4 ans, il était à 25 000 il y a 2 ans, il est repassé, enfin il était avant à 15 000, 10 000, enfin voilà, il change régulièrement, mais pour l'instant on est sur une volonté à la hausse de 40 000 et avec les dernières annonces du gouvernement et notamment la volonté d'utiliser la commande publique comme fer de lance de la relance, il a été modifié. Mais ça, j'en reviens plus tard dessus. Je voulais vraiment que vous ayez les grands principes. Alors, je vous disais, pour définir votre besoin, on se rappelle des 4 phases, pardon. Dans la définition du besoin, je vous ai mis quelques questions. En gros, lorsqu'on est acheteur public, on doit se poser des questions qui sont en lien forcément avec notre qualité d'acheteur public. C'est-à-dire que, en tant que personne privée, moi, le montant, ça dépend de ma bourse, en fait. Sauf que là, finalement, ça ne dépend pas forcément de votre bourse, ça dépend de la réalité du besoin, de l'existence d'un besoin. Donc, comme je vous ai dit, le montant, il va venir conditionner quoi? Il va venir conditionner la procédure de passation. Comme je vais vous le marteler encore une fois, il y en a combien? Il n'y en a que 3. Procédure simplicité ni mise en concurrence, la procédure adaptée, la procédure formalisée. Ici, on retrouve, dans la procédure adaptée et la procédure formalisée, une obligation de publicité. D'accord? Donc ça, je pense qu'avec ce petit schéma, c'était peut-être déjà un peu plus clair. La nature du besoin, c'est là où on va se reposer des questions, c'est-à-dire, est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est une fourniture? Est-ce que c'est des travaux? Rappelez-vous, si on est dans des travaux, on va difficilement être dans une procédure formalisée, ou alors il faut être au-dessus de 5 350 000. Donc déjà, ça vous dit que c'est là, clac, clac, c'est des travaux? Non. Après, la procédure adaptée. Procédure adaptée, en travaux, ça va vite. Donc peut-être que vous allez être dans celle-là. En fourniture, pareil pour les petites collectivités, procédure adaptée, c'est en dessous de 214 000 €. Au-dessus de 214 000 €, hop, on est en procédure formalisée. Donc c'est pareil, il faut bien se poser la question, à savoir quel type de besoin c'est. Donc on n'a que 3, services, fourniture, travaux. Après, on se pose la question de la récurrence. Est-ce que c'est une opération unique? Est-ce que c'est une opération qui va se fractionner? Est-ce que dans mes fournitures de services, par exemple, dans mes fournitures de bureaux, est-ce que je vais différencier, par exemple, je fais un marché commun et je vais dire, je vais faire d'abord un lot fourniture de bureau classique avec stylo machin. Est-ce que je fais à l'intérieur de ce même marché, est-ce que je mets aussi le papier? Est-ce que je vais y mettre aussi, je ne sais pas, peut-être le petit achat de matériel comme des chaises de bureau, ou alors est-ce que je fais un marché à part? Donc toutes ces questions, en fait, vous devez vous les poser. L'allotissement correspond à une division au sein on va dire d'une catégorie d'achat. Si j'ai besoin de fourniture de bureau, est-ce que je divise en plusieurs catégories mon achat, ou alors je fais une opération unique? Il faut savoir que le code, alors c'est pour ça que je vous l'ai mis en premier, le code dit l'allotissement est obligatoire, sauf si on est dans une opération unique. Comme toute matière juridique, on a des principes et puis après on a énormément d'exceptions. Dans l'opération unique, c'est souvent le cas de travaux, on va dire, très complexes, où finalement, on a des sociétés qui sont quasi en monopole sur ce type de secteur. Alors souvent, c'est l'eau. Je pense beaucoup à Vinci là-dessus ou à Suez. L'eau, on a du mal des fois à compartimenter, à allotir, parce que finalement, c'est tellement complexe que en termes d'opérateurs économiques, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent y répondre. Donc, l'allotissement est obligatoire, sauf si on justifie que c'est une opération unique. Et là, du coup, dans la définition, on va devoir indiquer la commune n'allotit pas parce que Voilà. Ensuite, comme je vous disais, la durée. Rappelez-vous, dans ma définition, je vous ai dit attention, un marché public ne doit pas dépasser un certain délai. Alors l'accord cadre, on dit que c'est maximum 4 ans. Pour les autres marchés publics, en fait, si vous voulez aller au-delà, il va falloir justifier d'investissements particuliers ou d'autres
peut-être d'autres éléments comme vous lancez dans une expérimentation où vous ne savez pas trop combien ça va coûter à la commune, donc vous dites on va quand même on va passer un marché sur 5 ans, mais pourquoi? Et comme tout, en fait, il faut justifier. Si l'exécution elle est fractionnée, voilà, comme je vous disais, souvent c'est le système de l'accord cadre à bon de commande, où là on a besoin de fournitures de bureau, donc comme on ne sait pas trop quand ça va arriver, on a une méconnaissance en fait de l'arrivée du besoin. On sait qu'il va arriver, mais on ne sait pas exactement quand. Alors que, par exemple, pour un marché de travaux, si je prends l'exemple de rénovation, on va dire, d'équipements scolaires ou d'écoles, là, on va dire, oui, mais attendez, les travaux, ils doivent se faire exclusivement durant les vacances scolaires. On ne va pas pouvoir réaliser des travaux si les enfants sont à l'intérieur de l'école. Ce qui est logique. Donc finalement, la durée, vous allez la fractionner en fonction finalement d'un calendrier qui est complètement logique pour une école qui sont du coup les vacances. Donc ça, c'est pareil, dans votre définition, vous allez devoir un peu détailler ce que vous attendez aussi pour le prestataire. Mais ça permet que tout le monde ait l'info et lorsqu'on vous rend en fait une offre, elle aura pris en considération l'intégralité en fait de vos exigences. C'est là aussi où il faut se dire, des fois, plus on est précis, notamment sur ces histoires de durée, plus on va avoir en face la capacité de dire au titulaire, écoutez, attendez, nous, c'est dans le cahier des charges, vous n'avez pas respecté, ou alors vous avez même, des fois, il y a des collectivités qui mettent des primes si les sociétés terminent avant. Donc, c'est toujours aussi possible, vous voyez. Donc, il faut bien définir, et c'est la différence aussi avec une personne privée, c'est que moi, en tant que personne privée, j'ai besoin d'un téléphone, je vais prendre celui qui me plaît le plus. Des fois, c'est des critères complètement subjectifs. Oh là là, il est doré, j'adore, je vais le prendre. Là, ça ne marche pas trop, quoi. Enfin, il faut quand même définir un minimum. Et ces questions-là, notamment sur la nature du besoin et sur la qualité que vous attendez aussi, va être déterminante pour choisir un prestataire. Et du coup, c'est là où je vais vous dire, et c'est vraiment le petit plus, on va dire, du code de la commande publique, donc ce code qui maintenant regroupe tout. Il faut penser aussi, lorsque vous définissez votre besoin, s'il y a vous attendez un caractère innovant de la part des prestataires, s'il y a un côté développement durable. Alors ça, le développement durable, ça devient de plus en plus obligatoire et malheureusement, au fur et à mesure du temps, vous n'allez pas pouvoir y déroger. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Par contre, il va y avoir des obligations de pourcentage en fonction des secteurs d'achat. Je sais que Bercy est en train dans le ministère de la Transition écologique est en train de passer, en fait, je pourrais la relayer au sein des AD, des pourcentages en fonction, par exemple, des pourcentages de réutilisation en fonction de pourcentage de matières recyclées ou issues du réemploi, par exemple pour des fournitures de bureau ou pour du bois ou pour du papier. Alors pour le papier, ça existe déjà. Donc ça va un peu se durcir. Vous n'allez pas être sanctionné, mais il faut quand même y réfléchir. Est-ce que dans mon acte d'achat, donc dans mon téléphone portable, alors forcément moi en tant que personne privée, je ne vais pas le faire, mais vous, peut-être lorsque vous allez lancer votre marché de téléphonie, vous allez dire est-ce qu'on ne prendrait pas en compte l'intégralité de vie de l'appareil et du coup, on prendrait peut-être une entreprise française qui nous dit nous, on fabrique en France et aussi, par exemple, on recycle sur place. Donc, c'est des choses que vous pouvez prendre tout à fait en compte et qu'il faut prendre en compte, évidemment, si en plus ça coûte moins cher à la collectivité, vous êtes clairement dans l'efficacité et bonne gestion des deniers publics. Les 2 derniers, 5 grands principes. Donc, à chaque fois, vous voyez, je vais y revenir. Et en dernier, on a l'insertion. L'insertion, c'est donc les personnes qui n'ont pas de travail ou des personnes handicapées à plusieurs niveaux. Mais je pense que l'insertion, vous savez très bien à quoi ça renvoie. La seule difficulté, c'est qu'on a des fois un peu, on ne connaît pas le secteur d'activité, la capacité en fait de ces entreprises ESAT ou finalement associations, des fois qui sont très bien organisées aussi. Donc voilà, toutes ces questions dans la nature du besoin, une fois que vous avez répondu, que vous avez tout indiqué sur votre papier, en fait, on va du coup les retrouver, enfin on ne va pas les retrouver, mais on va pouvoir aussi vérifier, alors dans le code de la commande publique,
le Code général des collectivités territoriales ou les différents cahiers des clauses administratives générales, que tout ce que vous avez envisagé est possible. Alors, ce sont, on va dire, le corpus de texte qui va venir s'appliquer à votre acte d'achat. Alors, sur les différents cahiers des clauses administratives générales, ce sont des outils, on va dire, vraiment pratiques, qui sont donc rédigés par Bercy et qui correspondent en fait principalement à la phase d'exécution de vos marchés. Vous vous rappelez, il y avait 4 phases: définition, procédure, exécution, fin. La procédure, on l'a vu, et l'exécution, en fait, quand vous n'avez pas le temps de rédiger, si vous renvoyez à l'un de ces cahiers des charges, alors vous avez en dessous, il y en a 5, ils vont être revus par Bercy et à nouveau publiés. Ils sont pas très jeunes, hein, ils datent de 2009. Ils ont été un peu revus en 2014 et là, ils ont été complètement refondus ils ont commencé en 2019 et on espère qu'ils vont être publiés, je pense, février 2021. Mais on prend un peu de retard avec tous ces problèmes de confinement et de Covid-19, comme vous savez. Alors, une fois que vous vous êtes posé toutes ces interrogations, nature du besoin, fourniture, travaux, services, allotissement, opération unique, développement durable ou pas, une fois que vous avez mis tout ça sur papier, en fait, on retrouve, vous savez, au début, je vous disais, il y a une terminologie spécifique au marché public. Et en fait, une fois que vous avez mis toutes ces idées, vous avez bien tout indiqué, vous avez fait un beau travail de définition. En fait, en droit privé, tout ça, on le retrouve au sein d'un même contrat. Quand vous prenez votre contrat de téléphonie, bah, vous savez, bon, après, il y a des petites clauses qu'on n'a toujours pas lues qu'on ne lira jamais. Mais en gros, vous prenez votre contrat, c'est un document unique et vous avez tout ce dont vous avez besoin. En fait, en droit public, c'est un peu différent et surtout donc en contrat public, pour justement faciliter, comme je vous disais, le libre accès à la commande publique et faciliter les informations. Alors, on me dit des fois, ce n'est pas forcément plus facile, mais ça a été un peu vu comme ça. L'ensemble des informations que vous avez compilées lorsque vous avez défini votre besoin va s'éclater, en fait. Et comment il va s'éclater? Il va s'éclater dans ces différentes pièces que vous voyez. Donc là, j'en ai mis 5. Et la dernière, c'est les CCAG de Bercy. Ça, c'est quand vous n'avez pas trop le temps de rédiger sur l'exécution. Donc, en fait, votre définition du besoin, on va la retrouver à tous ces niveaux-là. Donc, le RC, qui est le règlement de la consultation, on va y retrouver tous ces éléments de moi, je vais vous noter sur le prix, mais je vais aussi vous noter sur la qualité technique de mon rendu. Donc, par exemple, si on prend les histoires de boulanger, je veux que le pain il soit frais, avec telle farine, que vous ayez tel label. Voilà. Et vous allez noter, en fait, là-dessus les candidats. Les pièces financières, c'est là où vous allez demander combien ça me coûte, tout simplement. Et il y a différents types de pièces financières en fonction de l'acte d'achat. Souvent, en travaux, on est en plus en décomposition du prix global et forfaitaire. Alors que sur, par exemple, des fournitures de bureau, on sera en bordereau des prix unitaires. Alors, vous voyez, encore une fois, il y a toute cette terminologie qui est un peu lourde à emmagasiner. Mais une fois que vous avez compris que de votre définition du besoin, et du fait aussi de pouvoir mettre dans des documents de façon claire, en fait, comment va s'organiser le marché, donc c'est le règlement de la consultation, enfin la procédure, comment va s'organiser la procédure de passation, donc on va la retrouver ici dans le 1, règlement de la consultation. Les pièces financières, c'est une partie de votre définition du besoin, c'est-à-dire le montant que vous avez défini au préalable, et que vous avez demandé aussi au titulaire, vous faites combien, enfin votre stylo il a combien, et vous allez aussi pouvoir comparer aux autres candidats. On a le CCAP, donc le 4, qui est le cahier des charges. C'est là où on va retrouver les modalités d'exécution, ou le rendu, la qualité, etc. Le CCTP, c'est encore un type de cahier des charges, mais qui est beaucoup plus technique. Et ça, c'est beaucoup utilisé, le CCTP, lorsqu'on est dans les travaux. Puisque du coup, dans ce CCTP, on va vraiment indiquer peut-être des normes, surtout pour les marchés de travaux, des normes, des index spécifiques, des rendus très techniques. On va souvent y glisser les études aussi avec ce CCTP, les études de sol, etc. Donc, vraiment, une fois qu'on a bien compris que votre définition, elle se scinde en fait en plusieurs documents, déjà, ça structure un peu l'idée que, effectivement, au vu des obligations fixées par finalement ces 5 grands principes,
on comprend plus aisément que finalement, le prestataire, bah, moi, petite société, ok, moi, je fais bien, par exemple, je fais bien de la peinture. Je vois un marché l'intitulé, c'est rénovation de salle des maîtres. Je dis, bah, alors moi, je fais de la peinture. Est-ce que, je vais peut-être pas tout lire, vous voyez, je vais peut-être pas lire le CTP, le CAP, mais si je lis le règlement de la consultation, déjà, bah, je vais me rendre compte si je peux y répondre. Déjà, s'il y a un lot peinture. Parce que si c'est rénovation, bah, moi, je fais que de la peinture. Je pourrais peut-être pas faire les fondations, la plomberie, ou etc. Donc, hop, je consulte mon RC, je l'ouvre sur le profil acheteur de la collectivité et je peux d'ores et déjà dire si je suis en capacité de répondre ou pas. Donc, ces pièces, elles sont là vraiment, la distinction de ces pièces sont là vraiment pour faciliter, on va dire, la lecture. Mais en même temps, lorsqu'on est finalement une personne privée, on va se dire, mais il y en a autant à lire. Et c'est là où il faut se montrer un peu force de pédagogie avec peut-être votre secteur, votre secteur d'activité économique ou les PME qui sont proches de votre commune, c'est de dire voilà, effectivement, ça paraît un peu lourd, mais par contre, en fait, c'est là pourquoi, c'est pour que vous identifiez clairement où vous pouvez trouver les infos. Alors forcément, ils vont vous dire oui, mais attendez, moi je prends un contrat, je vous fais un contrat, je vous fais un devis, il y a toutes les indications dessus. Forcément. Lorsqu'on vous dit ça, vous pouvez dire oui, je comprends bien, mais vous vous rendez compte, voilà. Mais vous pouvez peut-être, moi j'ai déjà essayé, j'avais fait une réunion avec les PME de ma collectivité pour leur expliquer en fait le fonctionnement des marchés publics et ça avait plutôt bien marché. Après, sur l'aspect, on va dire, procédurier et pourquoi on était sur une procédure des fois un peu rigoureuse et comment trouver les documents. Il y avait tout un travail de vocabulaire à leur expliquer, mais qui finalement, lorsqu'on a compris un peu le fonctionnement des marchés publics et les 5 grands principes, finalement, c'est plutôt logique d'arriver à cette conclusion. Donc, une fois qu'on a compris voilà, que ces 5, on va dire que ces 5 grands principes vont se décliner à différents moments. Donc, je vous rappelle, on a une définition des besoins qui est presque obligatoire. Puis de cette définition découle le montant, et donc du montant, la procédure de passation, et notamment aussi la rédaction de ces documents-là. Alors, lorsque c'est un petit marché, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait quoi? On n'avait que 3 procédures. Dans la première procédure, en dessous de 40 000 €, la technique des 3 devis, il n'y a pas de support de publicité. Donc, finalement, un cahier des charges, un acte d'engagement, etc., c'est peut-être trop lourd. Souvent, on dit la technique des 3 devis, c'est-à-dire que vous recevez un devis, vous dites oui ou non. Souvent comme ça que ça se passe. Donc, pas besoin forcément d'alourdir. Par contre, en fonction de la technicité, il est toujours conseillé de faire un cahier des charges. À minima, vous allez voir, je vous indique comment rédiger un cahier des charges. Donc là, j'ai décidé de vous faire un petit focus. Donc, je vais me dépêcher, surtout sur la première. J'ai fait des petits focus sur l'autorité compétente pour signer. La loi ASAP qui la modifie, vous savez, je vous ai parlé, il y a 3 procédures de passation avec des montants. Et la procédure, la première, la technique des 3 devis, elle nous a mis des exceptions au principe des 40 000 €. Donc, je vais vous l'étayer. J'ai un petit focus sur les marchés de travaux, notamment pour que vous ayez des réflexes pour savoir où trouver l'info. Le développement durable, parce que je ne peux pas passer à côté du développement durable qui sont des fois, ces objectifs de développement durable sont même des obligations dans la passation des marchés publics. Et en dernier, les risques pénaux. Sur les risques pénaux, en fonction du temps, je vais vous laisser j'ai juste introduire vraiment succinctement pour pas vraiment alourdir et pour pas vous faire peur, parce qu'en règle générale, sur les risques pénaux, il faut faire très attention, mais vous avez du bon sens. Donc, je ne vais pas aller à l'encontre de ce bon sens. Je vais juste vous dire, attention, pensez bien que les 5 grands principes, si vous les appliquez, les risques pénaux, vous les évitez. Par contre, il faut toujours avoir dans l'acte d'achat en mémoire ces 5 grands principes. Peu importe le montant, dès le premier euro, on est sur un marché public. Voilà. Donc, on y va. Pour l'autorité compétente, c'est le qui fait quoi. Alors, peut-être avant de continuer, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que mes propos ont été clairs ou Alors, il n'y en a pas sur le chat, donc vous pouvez prendre la parole maintenant si vous avez des questions, peut-être. On prend quelques minutes pour y répondre. Monsieur Leroy. Non, c'est très clair. Voilà, j'ai pas de questions. Voilà. D'accord, merci. On continue? Merci, pas de questions pour l'instant. Alors, on y va. Super. On continue. Allons-y gaiement.
avant d'aller déjeuner. Promis, j'évite de vous assommer. Alors, le qui fait quoi? Souvent, on a du mal à comprendre si c'est le maire qui signe, si c'est l'adjoint qui a une délégation ou clairement si c'est le conseiller municipal qui a une délégation. Alors, vous avez ici l'ensemble des articles, et là, on retombe sur le CGCT. Vous vous rappelez, je vous avais dit, on a un corpus de texte qui vient s'appliquer, et on a le code de la commande publique, on va tout retrouver dedans, c'est un outil formidable, mais on a aussi le CGCT, et notamment pour ces histoires de rôle et de compétences. Alors, le principe, alors là, on retombe sur les grands principes juridiques, le principe, c'est que, en termes de marché public, c'est l'Assemblée délibérante, donc le conseil municipal, qui a la compétence. Sauf que, vous imaginez bien comment ça serait très long de voir pour chaque acte d'achat, et notamment pour les petits achats, de réunir le conseil municipal pour qu'il autorise la signature de marché. Ça serait énormément alourdir le processus. Donc, le CGCT nous dit quoi? Il nous dit, l'Assemblée délibérante, elle peut tout à fait, donc le conseil municipal peut tout à fait déléguer cette compétence au maire. Par contre, le CGCT nous indique, faites attention, il y a un autre organe qui est compétent pour l'attribution des marchés publics, qui est la CAO. Alors là, on s'y perd un peu. Donc la CAO, c'est quoi? C'est la commission d'appel d'offres. Comme son nom l'indique, commission d'appel d'offres. Alors l'appel d'offres, je vous ai dit quoi? Je vous dis, ce n'est pas une procédure de passation. En réalité, elle devrait s'appeler commission de procédure formalisée. Là, ce serait plus clair. Donc, dès qu'on est au-dessus de 214 000 € pour les fournitures et les services, et dès qu'on est au-dessus de 5 350 000 pour les travaux, cette CAO qui réunit des élus doit se prononcer. Et c'est là, en fait, où on a la différence entre attribution et notification. L'attribution, c'est quoi? C'est on désigne par rapport à un rapport, par rapport à une notation, un attributaire ou un titulaire d'un marché public ou attributaire d'un marché public. La notification, c'est quoi? C'est le fait d'apposer la signature sur ce qu'on appelle, vous savez, l'acte d'engagement, qui faisait partie de mes documents. Vous savez, ici, c'est le troisième. L'acte d'engagement, c'est la partie du contrat où on a les signatures, mais qui se décline encore une fois en un document bien particulier, en marché public. Et il faut faire bien attention ici, c'est que dans la délégation qui est consentie par le conseil municipal au maire, il faut qu'elle soit assez précise. Alors, c'est là où la jurisprudence elle n'est pas très claire. Quand on parle de délibération assez précise, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que recopier simplement le CGCT n'est pas une délibération précise. Alors, vous allez me dire, attendez, nous, nos délibérations, elles sont toutes rédigées comme ça. On a pris le L21 L2122-21, j'ai inversé, et on a recopié comme ça, on a voté, tout le monde était d'accord, et puis voilà. Alors là, moi, je suis obligée de vous dire, en fait, c'est pas trop bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on lit cet article, il y a marqué pour le maire est autorisé à passer, signer, notifier, enfin, je ne sais plus, attribuer les marchés publics. Et en fait, si on écrit comme ça veut dire qu'en fait, le maire a délégation générale. Et il faut faire attention, je vous ai dit, attention, sur les procédures formalisées, le maire, il n'a pas compétence. C'est la CAO, et on ne peut pas faire une délégation qui donne compétence générale au maire. Donc, on est obligé de venir préciser au sein de cette délibération l'étendue de cette délégation. Donc, en fait, cette délégation ne peut finalement être viable et légale, du coup, pour les marchés des deux premières procédures. La procédure sans publicité ni mise en concurrence et la procédure adaptée. Puisque dès qu'on a une procédure formalisée, c'est la CAO qui attribue. Et après, soit le conseil municipal autorise le maire à signer et à faire toute modification au marché, par exemple un avenant, etc. Soit dans la délégation, une fois que la CAO s'est prononcée, il est autorisé, le maire, à signer et à notifier le marché. Voilà, donc il faut faire attention. Sur les deux prochaines slides, je vous ai mis on va dire, le focus sur comment est prise la décision. Donc,
quand est-ce que les services communaux agissent, quand est-ce que les élus agissent. Donc, je vais pas forcément y revenir. Ça, je pense que c'est plutôt clair et quand vous serez à tête reposée, vous pourrez reprendre ces 2 slides, à savoir quand est-ce qu'on a une CAO et quand est-ce qu'on n'en a pas. Donc, sur cette première slide, vous voyez bien, on est sur une procédure adaptée. Donc, la CAO n'intervient pas. Par contre, dès qu'on est en procédure formalisée, la CAO intervient. Et c'est là où, finalement, vous voyez bien que sur mon petit schéma avec une progression, finalement, là, on a 5 phases et sur l'autre, on en a 8. Donc voilà, c'est plus le montant, rappelez-vous, plus le montant est élevé, plus les 5 principes viennent à s'appliquer rigoureusement. Et la CAO, à la différence des autres commissions municipales, sa composition est bien délimitée par le CGCT. Ce sont des élus qui sont élus à la proportionnelle au plus fort reste. Pourquoi? Parce qu'ils ont une véritable attribution. Ils ne se prononcent pas par un avis. Ils attribuent un marché. Donc, ils ont un véritable pouvoir. Les élus au sein de la CAO ont un véritable pouvoir. La différence avec les autres commissions municipales pour lesquelles, en fait, on recueille un simple avis. Voilà. La loi ASAP. Alors là, on s'accroche un petit peu. Je vous ai dit, sur mes 3 procédures, la première à 40 000 €, le gouvernement a dit il faut relancer l'économie. Et surtout relancer l'économie, on pense beaucoup à la construction. Donc, le gouvernement a dit OK, on va remonter ce seuil de 40 000 € uniquement pour les marchés de travaux à hauteur de 100 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez passer un marché de travaux jusqu'en 31/12/2022, vous allez pouvoir, si ce besoin est en dessous de 100 000 €, passer une procédure de gré à gré ou de technique des 3 devis ou une procédure sans liciter une mise en concurrence. Ces 3 termes sont synonymes. Donc, moi, je vous ai toujours dit technique des 3 devis. Là, je suis obligée de vous dire, bon, attention, qui dit 3 devis, dit devis, quand vous le recevez, il y a peut-être, avec un peu de chance, le délai d'exécution, il y a peut-être 3 lignes, machin, et puis après, vous avez un prix. Alors, sur des marchés de travaux où on sait que c'est quand même sujet à conflit, là, je suis obligée de tirer un peu la sonnette et vous dire, s'il vous plaît, rédigez-moi un petit cahier des charges. Pourquoi? Parce que dans un devis, on n'a pas les modalités de résiliation, on n'a pas les modalités d'exécution. On manque cruellement de définition contractuelle du besoin. C'est-à-dire que pour ma rénovation, je vais prendre le cas de ma rénovation des salles des maîtres. Dans un devis, souvent, vous allez avoir OK pour rénovation de salle des maîtres, vous allez avoir un détail de peinture, plafond, peut-être que ça va être détaillé. Mais par contre, sur la sécurité ou sur les autorisations ou par exemple aussi sur les dates auxquelles ils doivent intervenir, notamment en termes de vacances scolaires. Il y a aussi un côté où il faut voir pour les marchés de travaux sur les dépassements des dates, parce que à ce moment-là, comment on fait? Pour les pénalités de retard, c'est pareil. Il faut faire attention. Vraiment, je sais que c'est un secteur qui est ultra concurrentiel. En plus, là, ils vont vous sauter dessus, comme on sait que maintenant c'est à 100 000 € pour que vous passiez directement par eux. Et comme je vous ai dit dans la première procédure, rappelez-vous, il n'y a pas de publicité dans ce petit tableau. On est là, en fait. Là, on a une exception. Donc ça, c'est le principe en dessous de 40 000 €. Mais l'exception, c'est travaux jusqu'au 31/12/2022. Là, on regarde support de publicité, il n'y en a aucun. Donc là, on tire la sonnette d'alarme. On se dit, OK, moi, j'ai des travaux à réaliser. Mais par contre, mes 5 grands principes, ça ne veut pas dire que je les mets de côté. Je réfléchis bien et à minima, je fais un petit cahier des charges. Parce qu'en fait, quand tout va bien, pas de problème. Quand vous avez l'habitude de travailler avec un artisan et qui vous dit non, mais ça, je le fais, pas de problème. Vous avez déjà travaillé avec lui, c'est très bien et vous le connaissez. Je pense que le risque est minime. Mais par contre, si vous êtes sur une opération, je pense plus à de la voirie où des fois on est sur des petites voies ou etc. On est sur de l'aménagement. Peut-être que vous êtes sur 90 000 €, donc effectivement, pas besoin de publicité. Vous dites très bien, on va gagner du temps, ça va être plus rapide. Sauf que n'ayant pas rédigé de cahier des charges,
le jour où il n'exécute pas, vous lui faites savoir comment que c'est une faute contractuelle, puisque dans le devis, il n'y aura rien de marqué. Donc faites attention vraiment. Je vous ai mis ici les clauses essentielles d'un marché, donc je reviendrai avec vous là-dessus. Et donc, cette loi ASAP, donc de simplification de l'action publique, elle permet aussi, donc ça on attend par contre un décret en Conseil d'État, de passer un marché public pour motif d'intérêt général. Et là, vous allez me dire, mais c'est quand même un peu redondant. On nous dit qu'on a des règles à respecter, notamment parce qu'on est acheteur public et que notre action est menée pour l'intérêt général. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'achète un stylo, c'est l'intérêt général. Donc, autant vous dire que la jurisprudence, quand elle définit l'intérêt général, c'est très large. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience ce fameux décret en Conseil d'État, puisque c'est très difficile à qualifier et notamment à définir. Enfin, en termes d'avis, moi, l'AMF a notamment bien souligné à l'État de faire très attention à ce motif d'intérêt général parce que le Code ne le définit pas et que c'est exclusivement la jurisprudence le Conseil d'État par des arrêts qui est venu indiquer ce que c'était le motif d'intérêt général. Mais dans des décisions qu'on qualifie un peu d'espèces, c'est-à-dire au cas par cas. Par exemple, pour une fin de marché, le prestataire, le prestataire, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il a fait, mais par contre, on n'a plus de budget, donc on résilie pour motif d'intérêt général, parce que manque de budget, mais on indemnise quand même. Et en fait, le motif d'intérêt général est souvent défini de façon claire par la jurisprudence, mais en fonction d'un cas. Et malheureusement, je trouve que c'est un peu redondant de dire motif d'intérêt général, alors que forcément, l'action d'une commune s'inscrit dans la poursuite de l'intérêt général. Ensuite, cette loi ASAP, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a permis en fait de créer une partie, donc au niveau du livre 7 du Code de la commande publique, des circonstances exceptionnelles, donc de nouveaux articles qui vont reprendre en substance quelques éléments des décrets qui ont été pris en mars 2020. Et c'est un peu un soulagement puisque ça clarifie un peu, on va dire, cette période, mais ce n'est pas pour autant que tout est clarifié. Ça laisse, on va dire, plus de latitude si ces circonstances exceptionnelles venaient à se prolonger ou à revenir de façon plus forte, d'avoir quelques outils sans se préoccuper, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit, ou est-ce qu'il faut qu'on attende le décret, on n'attend pas de décret. Donc, ça simplifie quand même un peu les choses. Voilà. Ensuite, donc dans cette procédure de gré à gré, là, vous retrouvez l'article. D'accord? C'est possible. Souvent, là, ici, je vous ai mis en dessous, donc la partie R, c'est partie réglementaire. Ici, ce sont les différents cas. Vous allez retrouver cette procédure de gré à gré aux techniques des 3 devis. Attention, il faut faire vraiment, mais ça, je voulais bien souligner, si vous avez une pluralité de sociétés qui peuvent répondre à votre besoin, veillez vraiment à changer. Alors souvent, je prends l'exemple, maintenant c'est pas trop vrai, mais les cérémonies. Vous allez prendre un bouquet, peut-être une couronne, un bouquet, ou voilà, chez une fleuriste, ou lors d'un décès peut-être d'un ancien agent communal, la mairie, souvent, les collègues ou la mairie, vous prenez des fleurs et finalement, sur la commune, il y a peut-être 3 ou 4 fleuristes. Et les fleuristes qui ne travaillent pas vont dire, ah là, vous passez tout le temps, vous prenez tout le temps chez lui, pourquoi pas chez moi? Et en fait, ils ont raison de vous dire ça, puisque le code et la loi, en fait, ASAP le rappelle, attention, il ne faut pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Donc la loi ASAP vient vous le rappeler. Pourquoi? Parce que vraiment, cette procédure, elle est facile à mettre en œuvre, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut travailler qu'avec un seul. Et c'est là où vous pouvez glisser en fait sur les risques pénaux, puisqu'effectivement, dans les petites communes, des fois, on se connaît tous. Donc, pour peu qu'on vous dise, non, mais vous lui donnez le marché parce que vous le connaissez, vous faites Noël avec lui et machin, c'est toujours source de problème. Mais si vous veillez vraiment aux 5 grands principes et notamment l'accès à la commande publique, voilà, vous êtes bon. Encore une fois, ces 5 grands principes
viennent protéger aussi votre action en termes de risques pénaux. Et il faut faire attention aussi, donc c'est ce qu'on appelle les modifications substantielles, c'est qu'une fois que vous avez défini, alors moi, je définis mon marché de travaux, je suis à 90 000 €. Ok, je passe mon marché. Et puis le prestataire me dit, par contre, là, on n'est pas bon, on vient de découvrir ça, donc c'est 11 000 € en plus. Alors là, du coup, on est sur 101 000 €. Et on a bien compris que le maximum, c'était 100 000 €. Oups. Donc, on n'est plus sur de la procédure sans publicité de mise en concurrence ou technique de 3 devis, on passe sur du MAPA. Oups. Donc là, il faut faire attention, ça s'appelle une modification substantielle. C'est-à-dire que dans le doute, où vous avez un achat qui est juste en dessous on va dire, du maximum, il est plutôt conseillé de passer sur la procédure au-dessus. Pourquoi? Puisque cette modification substantielle vous obligerait en fait à résilier le marché, donc à aller jusqu'au 100 000 maximum, et à repasser à un autre marché. Après, le Code de la commande publique offre plusieurs options de modification si ces modifications sont devenues nécessaires. Et là, le côté nécessaire, un peu, faut le manier avec précaution. Encore une fois, les modifications substantielles, si vous les faites par avenant, en plus, c'est de la procédure de gré à gré, vous n'êtes pas soumis à une obligation de publicité. Ça va être difficile qu'on vienne vous taper sur les doigts. Par contre, pensez aux risques pénaux. Si on dit en fait, je sais pas, il y a un citoyen qui voit que cette société, qui voit qu'il n'y a pas eu de publication pour ça, qui commence un peu à mener une enquête, il fait une petite plainte au proc de la République, et puis en fait, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas eu de mise en concurrence pour un montant de 120 000 €. En plus, c'était sur plusieurs. Voilà. Pensez vraiment que ces modifications, elles sont possibles, mais par contre, il faut cadrer autour. Cadrer comment? On respecte les 5 grands principes, et notamment cette procédure de passation et cette publicité qui vous garantit à vous de ne pas tomber dans ces risques pénaux et de ne pas vous voir inquiéter. Alors, ici, vous retrouvez donc sur cette slide-là ce qu'on appelle les clauses essentielles. Alors ça, c'est moi qui l'ai rédigé. C'est en fait des petites clauses que vous pouvez mettre. Quand je vous disais, faites attention, s'il vous plaît, lorsque vous êtes sur 100 000 €, en dessous de 100 000 € que c'est des travaux, pensez à rédiger un minimum. Là, je vous ai mis quelques pistes. Donc, quelles sont les clauses? Alors, vous pouvez, soit vous les mettez toutes, soit vous ne les mettez pas toutes. Vous pouvez choisir, mais au moins, si vous faites 5 ou 6 articles, et surtout les cas de résiliation pour faute ou pour motif d'intérêt général, mettez-les bien. Puisque si, par exemple, votre prestataire, sur la rénovation de la salle des maîtres dans l'école, il exécute pendant que l'école est ouverte. Et vous allez lui dire, écoutez, moi, dans mon cahier des charges, c'était bien indiqué quand est-ce que vous deviez réaliser les travaux. Là, l'école est ouverte, vous mettez en danger les petits. Moi, je résilie, en fait. Ça, c'est une résiliation. Vous avez commis une faute contractuelle, donc je résilie. Et à ce moment-là, comme la faute contractuelle était bien définie, c'est-à-dire vous aviez indiqué que en cas d'exécution du marché pendant les heures de classe, ça ouvre droit à une résiliation pour faute, et sans indemnité, à ce moment-là, si vous constatez ça, lettre, c'est résiliation et on n'en parle plus. Par contre, si on est sur un devis et qu'il n'y a rien de marqué, vous allez devoir d'abord faire constater par une mise en demeure, etc., machin, pour après, par la suite, résilier. Donc, vous voyez, le processus est bien plus long. Plus on définit quelques éléments au début, plus on se protège par la suite d'une quelconque, on va dire, problématique pouvant surgir dans l'exécution. Je ne dis pas qu'on peut tout prévoir, et de toute façon, c'est impossible. Surtout, on va dire que le Covid-19 nous a bien indiqué que c'était impossible. Mais entre-temps, il y a certains éléments qui restent à votre disposition, et dans le cas d'une grosse dépense en termes de marché de travaux, voilà, je pense qu'un petit cahier des charges, même light, est le bienvenu. Vous pourrez annexer finalement le devis qui sera la pièce financière au cahier des charges. Alors, pour les marchés de travaux, là, je vais aller très vite. Alors, pour les marchés de travaux, vous avez une définition. Je pense qu'elle est plutôt simple. Exécution, conception, exécution de travaux.
et là, je vais insister, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, donc c'est ma seconde slide, soit la réalisation, soit la conception et la réalisation par quelque moyen que ce soit d'un ouvrage, répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Là, on a la notion d'ouvrage. Il faut savoir que donc le code de la commande publique est plutôt bien fait, et en fait, il y a une liste annexée au code qui vous donne des pistes lorsque vous vous dites ah bah, je ne sais pas si c'est un marché de travaux ou pas. On a une petite liste, alors là je vous ai mis une capture d'écran parce que la liste est beaucoup plus longue, de ce que le code qualifie de travaux d'installation. Travaux, pardon. On a les travaux d'installation électrique et par exemple, le système d'alarme incendie est considéré comme un travaux d'installation électrique. Donc finalement, lorsque vous allez passer votre marché, vous allez vous dire, attendez, est-ce que c'est des travaux, pas des travaux, vous hésitez un peu. Dans votre définition du besoin, vous allez sur cette liste, si vous le trouvez en travaux, hop, c'est travaux. Ça veut dire que même pour les seuils, on est sur 100 000 € pour la technique des 3 devis, on est sur 5 350 000 pour la procédure formalisée. Vous voyez un peu les espèces de vases communicants sur la définition. Plus on définit et on affine un peu, et finalement, plus on va savoir jongler avec les procédures. Donc, je prends souvent l'exemple de travaux d'installation électrique parce qu'on ne pense pas que l'ascenseur et les escaliers mécaniques sont des travaux. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette liste dont vous avez le lien ci-dessous pour savoir si votre besoin est un travaux ou pas, quand vous avez un doute. Par exemple, l'éclairage public, c'est un marché de travaux. Alors vous dites, non mais attendez, c'est de la fourniture, machin. Eh bien non, c'est un marché de travaux et qui en plus, là c'est encore une exception au principe, le code de l'environnement vient fixer des objectifs de performance énergétique. Donc là, on est encore sur un autre type de marché qu'on appelle marché public vert mais de travaux, où finalement, pour avoir ces objectifs de performance énergétique fixés par le code de l'environnement, il va falloir faire attention à son mode de passation. Mais comme c'est des travaux, on se dit, avant d'arriver à 5 350 000, il faut y aller. Voilà. Donc, ayez ce réflexe un peu de se dire, bon, on ne sait pas trop, on va regarder sur la liste, et si la liste ne marche pas, à ce moment-là, ça va dépendre un peu de la majeure. Je prends par exemple la majeure, dans l'opération. Je prends par exemple la construction d'un city-stade. Vous savez, c'est des tout petits stades que l'on va mettre des fois sur des places. Ce sont des équipements qui sont en plein air et qui sont moins coûteux que des gros équipements, mais qui, avec les skateparks, sont assez communs maintenant. Et qui en plus permettent à la jeunesse de faire un peu une activité sportive en extérieur. Si on prend par exemple la construction d'un city-stade, on va se dire c'est pas très compliqué, c'est des poteaux avec un terrain et puis des cages quoi, et des paniers de basket, je vais y arriver. Et en fait, quand on réfléchit, quand on va définir de façon plus aiguë, on va se dire mais il y a de l'équipement, d'accord, mais en fait le city-stade, il est sur quoi? Il est sur une dalle en béton, il est sur du gros œuvre, c'est quoi comme type de technologie ou comme type d'assises entre guillemets, pour ces équipements. Et c'est à ce moment-là qu'en affinant, on va se dire, est-ce qu'on est plus sur un marché de travaux ou est-ce qu'on est sur un marché de fourniture? Fourniture, pourquoi? Parce que je pense à l'équipement. Et finalement, on se rend compte en listant toutes les actions des sociétés, qu'on est plus dans un marché de travaux, puisqu'il y a effectivement la dalle en béton à couler, il y a les fixations au sol, il y a la sécurité à assurer des équipements. Et ça, en fait, malheureusement, quand on prend sur la globalité de l'opération, on se rend compte que c'est plus une majeure à travaux, que les équipements sont mineurs par rapport à la dépense en travaux purs qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est toutes ces petites questions qu'il faut se poser. Et finalement, si on dit que c'est un marché de travaux, encore une fois, 100 000 € pour les 3 devis et 5 350 000 pour la procédure formalisée qui est la plus rigoureuse. Et entre ces deux procédures, on a le MAPA. Voilà. Je vois oui. une question sur le chat. Alors, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. C'est la mairie de Villiers-sur-Loire qui demande s'il faut indiquer le montant de la dépense. Comment? C'est la mairie de Villiers-sur-Loire qui demande s'il faut indiquer le montant de la dépense. Alors, je ne sais pas à quel... Alors, quand vous définissez votre besoin, le montant de la dépense, en fait, c'est pas forcément, c'est le montant du besoin. C'est à peu près le similaire. Sauf que des fois, on va allouer sur notre ligne budgétaire, je pense notamment, par exemple, pour les services. Des charges, c'est bien ça. Hein. Comment?
C'est dans le cahier des charges, d'après ce que me dit. Et oui, D'accord. c'est dans le cahier des charges, mais c'est aussi dans le règlement de la consultation. Parce que dans le règlement de la consultation, on va trouver la procédure que vous allez utiliser. Si par exemple, vous dites je suis en procédure MAPA, donc procédure adaptée, en fourniture, on est forcément en dessous de 214 000 €. Vous voyez? Sur la durée du marché. Si on parle en termes de dépenses, si vous êtes au-dessus de 214 000 € sur la durée du marché, vous êtes forcément en procédure formalisée. Et souvent, on conseille de mettre un maximum, on va dire un montant maximum de la dépense. Pourquoi? Parce que si l'on ne met pas de montant, on se retrouve systématiquement en procédure formalisée. D'accord? Souvent, il est vraiment conseillé de mettre un montant maximum, même si c'est répété ce qui est indiqué dans le décret, c'est-à-dire inférieur à 214 000 €, plutôt que de rien mettre, puisque si on ne met rien et on ne définit pas le montant éventuel du marché, on se retrouve en procédure formalisée. Donc, qui dit procédure formalisée dit obligation de publicité au joug et au BEMP, et dit aussi une publicité qui dure minimum 1 mois. Parce que plus la Mélodie, procédure… est-ce que je peux me permettre de t'interrompre parce qu'il y a une question Oui. de la mairie de Villiers qui demande s'il Oui. faut indiquer le montant de la dépense dans le cahier des charges. Oui, je suis en train d'y répondre. Ah pardon, excuse-moi, c'est pas grave, c'est pas grave. je me suis absentée 2 secondes pour aller à la photocopieuse et voilà, bim. Par contre, excusez-moi, je vois que la mairie de Villiers-sur-Loire a remis des points d'interrogation, donc j'arrive pas à savoir si c'est clair pour la commune ou pas. Peut-être est-ce qu'elle peut… Non, d'accord. Donc non, c'est pas clair, bon. D'accord. D'accord. Alors, le montant de la dépense, est-ce que, enfin, peut-être qu'elle va pouvoir répondre comme ça, est-ce que le montant de la dépense, vous voulez dire que c'est égal à votre montant sur la ligne budgétaire? Est-ce que j'ai une réponse? Vas-y. Est-ce qu'on doit mettre le montant estimatif des travaux dans le cahier des charges, ce qui donne une indication aux entreprises pour établir leur prix? Forcément, forcément. C'est aussi ce montant que vous avez défini qui vous permet de choisir la bonne procédure. Sans en fait définition, vous vous rappelez ici, je vais vous remettre les petites interrogations. Exemple, si on a une estimation de travaux à 50 000 €. Oui. On estime 50 000 €. 50 000 €. Oui. Mais on n'est pas dans le cahier des charges. On n'écrit pas ça dans le cahier des charges. En fait, dans la procédure, donc on est d'accord que 50 000 € pour les travaux, on est sur ce que permet le plan de relance, sur une procédure sans publicité ni mise en concurrence. Donc, technique des 3 devis. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais pour que… cahier des charges. Non, mais même, supposons qu'on soit à 150 000 €, par exemple, donc au-delà, et qu'on fasse un MAPA. Mais est-ce qu'on doit mettre le montant de 150 000 € sur le MAPA, alors là, on est sûr de ne pas atteindre les 5 millions d'euros, c'est sûr, et on ne sera donc pas sur la procédure du dessus. Est-ce qu'il est… Il est conseillé d'indiquer un montant estimatif. Pourquoi? Parce qu'en fait… Ouais, est-ce qu'on n'a pas un risque d'influencer les entreprises? En fait, si vous ne leur donnez pas le montant, ils vont vous fournir une offre qui sera peut-être pas adaptée finalement à votre montant. C'est-à-dire que si on est sur 214 000 €, on est sur 213 000 € et que finalement vous dépensez… Comment? Dans ces cas-là, le marché risque d'être déclassé infructueux, non? Ou classé sans suite et recommencer, relancer. En fait, plus le souci vraiment de la construction du marché, c'est qu'il y a certains éléments qui doivent être plus ou moins précis. Pour les marchés de travaux, c'est un peu compliqué, puisque lorsque vous indiquez 150 000 €, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous fournir en fait une réponse financière par rapport aux 150 000 € que vous avez indiqué de budget. Bah oui, mais elle risque de ne pas répondre obligatoirement au cahier des clauses techniques. Ça dépend de comment vous avez défini. En fait, la problématique, c'est que
et c'est là en fait le souci des fois avec cette fonction d'acheteur public que vous êtes amené à avoir, c'est qu'il faut bien sonder en fait dans votre besoin, lorsque vous allez définir votre besoin, si en termes d'opérateur économique, vous allez avoir quelqu'un qui soit en capacité de répondre. Et c'est là où en fait c'est le serpent qui se mord un peu la queue, c'est qu'un acheteur public, qu'est-ce qu'il fait? Ou un acheteur, on va dire un agent, il est censé un peu se renseigner sur le secteur d'activité pour savoir finalement le prix des prestations. Si effectivement on reprend un cahier des charges d'il y a 5 ans, ce ne sera sûrement pas adapté en termes de besoins, et même on va dire d'évolution du coût de la vie, que quelqu'un qui sera dit moi je veux construire mon CityStad. Je prends le CityStad parce que je pense que c'est visuellement tout le monde voit ce que c'est. Voilà, tout le monde voit ce que c'est. Finalement, si on prend les CityStad il y a 5 ans où c'est carrément des cages à lapins, et on prend les CityStad de maintenant où on a des matières recyclées qui font effet bois, où on a ceci, on a cela, on a des revêtements qui durent un peu plus longtemps, où on a une peinture peut-être des fois fluorescente, je dis une bêtise, hein. Et finalement, on se rend compte que le cahier des charges il y a 5 ans est finalement très peu adapté à ce qui existe aujourd'hui. Donc, le travail de l'acheteur, et c'est là où c'est peut-être un peu chronophage pour des fois des agents quand on n'a pas le temps. En fait, on se rend compte aussi. Je vous entends pas. On sait aussi que la loi nous permet aussi normalement maintenant de consulter une entreprise qui nous fait une estimation des coûts, et cette entreprise peut maintenant aussi se repositionner sur un MAPA. On est bien d'accord. Alors attention, non. En gros, ça s'appelle, on a le droit de faire du sourcing. Le sourcing, c'est quoi? C'est moi, je veux faire mon CityStad. Ouais. Je veux faire mon CityStad, donc je vais me renseigner pour les CityStad, quels sont les opérateurs de ce secteur d'activité qui sont en capacité de répondre à un CityStad, et finalement me renseigner finement sur ce secteur d'activité. Et à ce moment-là, je peux les voir et demander les prix qui font eux sur, par exemple, cette gamme de CityStad, etc. Mais je ne peux pas leur demander en MAPA de chiffrer mon besoin et après de se repositionner sur… C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on a le droit de consulter une entreprise pour faire estimer notre besoin, et après de lancer notre MAPA, que cette entreprise y réponde quand même. Avant, ils ne pouvaient pas répondre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si c'est du sourcing, oui. Mais là, vous leur dites pas, moi j'ai besoin de ça, comme ça, avec ceci, avec cela. Je dis par exemple, moi je veux un CityStad, effet bois, avec lumière fluorescente, 4 paniers de basket, et vous le dites, chiffrez-moi ça. Il vous chiffre avec l'intégralité du besoin. Donc vous avez déjà échangé avec lui. Et après, vous lui dites, allez-y, candidatez. De toute façon, vous savez déjà ce qu'on veut. Oui. Non. Vous le mettez le cahier des charges est le même pour toutes. Mais vous le favorisez, en fait. Il aura eu les infos avant vous. Avant les autres, en fait. Non, puisque après, on peut très bien mettre en route la procédure de consultation des entreprises. Oui, mais vous avez entendu, vous avez dit après. Dans la temporalité, cette société, elle aura eu toutes les infos avant les autres. Et vous avez construit votre cahier des charges en fonction de ce que eux ont fourni. C'est très différent. Non. Dans mon exemple de sourcing, j'ai consulté plusieurs sociétés, je me suis renseignée sur les différences de prix sur un produit peut-être que je ne prendrai pas. On va dire, voilà, il y a le CityStad bois, il y a le CityStad, on va dire, acier, il y a le CityStad machin. J'ai évalué à peu près les différences de prix sur ce secteur d'activité, et finalement, mon besoin, avec ce que j'ai calculé, ne pourra pas excéder 5 350 000. D'accord. Il sera aux alentours de 250 000. Souvent, votre montant de la dépense est en lien avec votre ligne budgétaire. Donc, vous ne pourrez pas aller au-delà de votre ligne budgétaire. On est d'accord? Donc, à ce moment-là, lorsque
lorsque je construis mon cahier des charges, je vais me dire, ah oui, donc, OK, il y a plusieurs city-stades, mais nous, on aimerait un rendu, par exemple, vous aimez la finition bois parce que ça s'inscrit dans le, on va dire, là où vous voulez le placer, c'est arboré, etc. Donc, dans votre cahier des charges, vous n'allez pas mettre finition bois. Parce que du coup, il n'y a peut-être qu'une société qui le fait sur tout le panel de sociétés de city-stade. Donc, vous allez dire, projets qui se font intégralement dans l'emplacement à tel endroit, arboré, etc., qui soit le moins visible possible, et vous allez définir comme ça. Est-ce que vous voyez les nuances? Oui, mais dans la temporalité? Ça consiste d'abord à faire une première consultation pour évaluer le coût objectif et puis ensuite la rédaction du cahier des charges. Ou alors passer par quelqu'un qu'on va malheureusement payer pour nous faire cette première étude. Voilà, c'est ça, c'est souvent pour les gros travaux. Soit pour les travaux, effectivement, c'est le serpent qui se mord la queue parce que n'ayant personne en interne en capacité de chiffrer, vous allez devoir des fois faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage qui est principalement un architecte qui va vous chiffrer. Pour savoir, il y a telle caractéristique technique, telle caractéristique technique, telle caractéristique technique. Cet architecte, qui est donc un assistant à maîtrise d'ouvrage, ne pourra pas par la suite devenir maître d'œuvre parce qu'il aura collaboré à la rédaction du cahier des charges. Il faut faire attention. Il faut faire très attention à ça. Par contre, si c'est un bureau d'études qui a juste, on va dire, fait les études de sol, ou qui a juste, par exemple, indiqué la portabilité du sol, etc., mais qui a fait une partie, en fait, qui ne connaît pas l'intégralité de votre besoin, il peut se représenter après par la suite s'il y a d'autres études à faire, par exemple pour le bureau d'études. Mais il faut faire attention, si vous demandez à une société de chiffrer l'intégralité de votre besoin où vous lui indiquez la particularité du rendu ou l'attendu de votre prestation, cette personne, elle ne pourra pas se représenter. Elle est en position de favoritisme par rapport aux autres. Si on plusieurs personnes sur le même sujet, si vous consultez 3 fournisseurs ou 4 fournisseurs sur ce même sujet, ça, vous pouvez le faire, ça dépend du montant de la procédure. La technique des trois devis, elle est possible que dans la procédure sans publicité ni mise en concurrence. La première, donc pour les marchés de travaux en dessous de 100 000 € et pour les autres marchés en dessous de 40 000 €. C'est la technique des trois devis. Ouais. Est-ce que c'est plus clair du coup? Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Bon, non, mais on va pas retarder tout le monde, hein, on verra plus tard. N'hésitez pas. Alors, vous verrez, il y a mon mail à la fin. Ouais. Vous pouvez me faire un mail tout de suite, vous m'envoyez vos coordonnées téléphoniques et je vous rappelle plus tard. Et comme ça, j'essaie de revoir les phases avec vous. Ouais. Merci. Alors, parce que c'est pas évident, on a une communication, c'est pas très facile. Oui, je comprends. Vous inquiétez pas, je comprends. Alors, on en était donc à cette fameuse travaux. Donc, je vais peut-être aller un peu plus vite. Du coup, pour les marchés de maîtrise d'œuvre, et c'est la raison pour laquelle aussi je vous mets quelques petites définitions ici. On confond beaucoup maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre une maîtrise d'œuvre privée? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça en interne, etc. Et en fait, il y a certains services qui sont dotés en interne d'ingénieurs suffisants pour mener quelques études. Par contre, il faut se rendre compte que le code de la commande publique, et notamment la loi MOP, indique qu'il y a certaines missions de base qui doivent être confiées à un maître d'œuvre. Donc, on doit distinguer en fait entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre. Certains services, par exemple des départements, ont un service voirie au top du top et ils ont tous les corps de métier. Et des fois, ils peuvent réaliser en interne une mission de maîtrise d'œuvre. Mais c'est quand même de plus en plus rare, et notamment la loi MOP vient quand même un peu cadrer le truc. Et il y a un certain moment où un maître d'œuvre, donc quelqu'un qui a des compétences particulières, est obligé d'intervenir pour des opérations de construction neuve ou de réhabilitation de bâtiments ou d'infrastructures. Ça, c'est pareil. Souvent, c'est très compliqué à comprendre.
on se mélange un peu les pinceaux parce qu'au-delà de comprendre toutes ces histoires de CCAP, CCTP, acte d'engagement, puis procédure formalisée, pas formalisée, etc., on a, lorsqu'on parle de marché de travaux, encore un vocabulaire qui s'ajoute. Donc, je ne vais pas vous farcir la tête avec les marchés de travaux. Déjà, si vous retenez qu'il y a une liste qui est annexée au code dont vous avez le lien pour consulter si le besoin que vous avez à sustenter est ou pas un travaux, déjà, pour moi, ce sera une très grande victoire et je pense que vous gagnerez du temps. Ensuite, en termes de développement durable, je vous ai parlé tout à l'heure d'éclairage public. En fait, l'éclairage public est un marché qu'on appelle marché public vert. Alors, ça, c'est pas très nouveau. C'est depuis le 17 août 2015 où on a en fait certains secteurs d'achat qui sont soumis à des obligations ou des objectifs de développement durable. L'éclairage public, on voit plutôt pourquoi, puisqu'on se dit, bah voilà, on avait des lampes d'une telle façon, finalement, si on passe sur du LED, on consomme moins. Donc, c'est bénéfique pour la collectivité. En plus, avec maintenant toute la technologie, on arrive plus ou moins à installer des capteurs, des minuteries, etc. Donc, et à contrôler, on va dire, à distance des équipements sportifs ou autres qu'on n'arrivait pas à faire avant. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution législative, on a d'autres obligations qui viennent s'ajouter, et notamment tout ce qui concerne la restauration collective. Alors, je vous ai mis à la fin, mais je reviendrai, la boîte à outils du ministère où ils vont publier, et je n'ai pas vérifié ce matin parce que je suis rentrée de congé, je dois vous avouer que je n'ai pas regardé, mais ils ont, en principe, on a travaillé dessus, mis en ligne un cahier des charges type de marché public de denrées alimentaires. Donc, il y a une grosse boîte à outils qui a été faite par le ministère de la Transition écologique pour les collectivités territoriales et notamment pour qu'elles puissent répondre à l'expérimentation sur les menus végétariens et à ces obligations de développement durable et de produits bio, notamment. Donc voilà, il y a pas mal d'objectifs qui ont été rajoutés par des lois, donc annexes, et ces obligations, on va les retrouver de façon un peu éparse dans des textes ou dans des différents codes. Donc par exemple, pour l'éclairage public, je vous ai ciblé le code de l'environnement, mais pour tout ce qui est économie circulaire, c'est dans la loi. Voilà. Et en rénovation de bâtiments, c'est pareil. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à ces obligations en matière de développement durable? Donc, je vous ai listé quelques possibilités. Il en existe énormément. Et notamment, dans mon petit tableau de la fin que je vais vous montrer, je vous ai mis un site internet qui s'appelle la clause verte et qui vous donne des exemples de clauses que vous pouvez insérer dans vos marchés publics. Donc, voilà, ça peut passer, donc, ces objectifs de développement durable par beaucoup d'outils, mais encore faut-il des fois les identifier et qu'au préalable, on ait défini des objectifs aussi. Comme je vous disais dans la définition, avec mes petits questionnements, est-ce qu'on peut ou pas avoir du développement durable? Des fois, le développement durable, il s'applique pas du tout. Enfin, on peut pas trop, on voit pas comment ça serait possible, notamment des fois pour le matériel informatique, c'est quand même très dur. Donc, dans cette slide, vous retrouvez par exemple l'insertion de clauses éco-responsables. Donc, il s'agit ici de définir des obligations dans l'exécution pour le futur attributaire. Donc, par exemple, des obligations de recyclage ou des obligations de conduite écologique pour un livreur. Par exemple, voilà, il y a pas mal de possibilités à mettre en œuvre pour ce développement durable. Il y a aussi la fixation de critères, la possibilité de laisser par l'acheteur au candidat de formuler des variantes. Lorsque, par exemple, on dit ça, peut-être qu'il y a du développement durable, mais on ne sait pas trop. Il y a une offre de base, on dit voilà, il faut répondre à minima à ça, mais peut-être qu'il y a des variantes. Donc, vous autorisez les variantes et le titulaire va vous répondre à votre offre, mais à côté, il en fera une autre avec des variantes où il y a des objectifs de développement durable. Ça, c'est possible. Donc, vraiment, il faut voir le développement durable comme des leviers pour une meilleure qualité dans l'achat public et non pas comme des contraintes. Donc, je vous ai mis aussi ici un petit site qui s'appelle Rapide Développement Durable, qui est en fait une plateforme d'échange de bons procédés. Les acheteurs publics mettent leur cahier des charges lorsqu'il y a un caractère social et solidaire. Donc, il ne faut pas hésiter à le consulter si vous avez un doute. Et en plus, on a encore une adaptation au fameux seuil, vous savez, de 40 000 €. On avait seuil des travaux pour les travaux jusqu'en 2022. Et on a une expérimentation qui dit que s'il y a un critère innovant dans votre marché que vous voulez mettre en œuvre, vous pouvez passer une procédure
sans publicité ni mise en concurrence, donc la technique des 3 devis, si vous avez la volonté de mettre en œuvre une solution innovante. Qui dit solution innovante, c'est-à-dire que la solution que vous envisagez, elle n'existe pas vraiment dans le commerce actuel. Donc, vous allez demander à une société de se prononcer sur un besoin et de façon innovante, c'est-à-dire peut-être avec, quand je prends l'exemple de la restauration collective, notamment vous savez, des assiettes qui ne peuvent plus être jetables ou des grands, en thème de restauration collective, on a les plaques en inox, mais enfin, vous savez, les grands plats, mais il n'existe rien à l'heure actuelle qui se recycle en termes de grands récipients. Là, vous pouvez dire, voilà, nous, on lance une expérimentation pour voir si on ne peut pas changer, on ne peut pas avoir des récipients différents pour le contenant pour chauffer les plats et qui ne soient pas en inox, etc. Donc, comme ça n'existe pas, vous pouvez dire, voilà, on lance une procédure expérimentale à moins de 100 000 € pour la fourniture de ces types de plats. Voilà, c'est un exemple comme dans d'autres. Pour le délit de favoritisme, donc là, on est sur les risques pénaux. Je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est qu'il faut faire vraiment attention, c'est que le délit de favoritisme s'applique dans les marchés publics exclusivement. Et c'est un délit qui vient sanctionner pour un élu ou un agent d'une collectivité territoriale un avantage injustifié, mais s'il n'a pas causé de préjudice à la collectivité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis agent, et ça, c'est un exemple qui a été donné par la chambre criminelle de la Cour de cassation. J'ai été condamnée en tant qu'agent parce que, alors pas moi, mais la personne qui l'a fait, elle a pris son téléphone et elle disait, par exemple, à une société de travaux, à un artisan du coin, bah, écoute, ils ont fourni une offre à temps, est-ce que tu peux pas en faire une deuxième avant que on clôture la salle des marchés? Donc, le prestataire avait envoyé une offre, mais renvoyé une deuxième offre avec, donc c'est la dernière qui compte, avec une offre financière plus basse par rapport aux concurrents. Donc, vous voyez, là, bon, c'est plutôt clair. J'ai eu la volonté de faire passer mon copain d'abord et forcément, c'est un délit de favoritisme. Mais des fois, le délit de favoritisme est un peu plus sous-jacent, c'est-à-dire que on a fait travailler la société de sa femme. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Là, on va dire que le délit de favoritisme, vous êtes élu, votre femme est titulaire d'un marché public, elle l'a eu. On peut se poser des questions. Est-ce que vous ne l'avez pas avantagé, vous ne l'avez pas transmis cahier des charges? Toutes ces questions peuvent être mises en avant. Et surtout que dans souvent ce processus de décision et d'attribution des marchés publics, en tant que maire, c'est vous qui signez. Et vous avez pris part à la décision. Donc, ça va être difficile de dire que vous n'avez pas joué un rôle dans l'attribution de ce marché à votre femme ou à votre mari, si vous êtes mairesse. Et là, du coup, je te dis, on retrouve aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'avantage injustifié dans le cas du sourcing et de l'entreprise qui a été consultée pour collecter des informations. Elle aura bénéficié d'un avantage par rapport à ses concurrents. C'est ça, puisque finalement, si elle a rédigé, on va dire 90% du cahier des charges, elle a connaissance de ce qu'attend la collectivité. Du coup, il vaut mieux. Alors moi, je reviens à l'autre. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prévoir une sorte de questionnaire qu'on adresserait à l'ensemble des acteurs pour faire cette collecte d'informations? Oui, en fait, il faut le plus possible donner un avantage à l'un ou l'autre des opérateurs. En réalité, lorsque la différence entre sourcing et finalement demande de chiffrage, c'est que le sourcing, vous indiquez très peu d'éléments à l'opérateur que vous avez en face. Vous allez dire, on va avoir besoin de ça, mais par contre, on n'a pas chiffré. On prend les éléments techniques des différents opérateurs économiques, à la différence de je vais voir un prestataire et je lui dis on va construire ça avec telle finition, et je veux que vous me chiffriez et que vous m'indiquiez comment est-ce que je dois rédiger mon cahier des charges. Il y a une nuance en fait. Dans l'un, le prestataire qui va peut-être répondre ou pas est plutôt, on va dire, commercial, il va vous donner une plaquette
avec la présentation de ce qui est fait. Et de l'autre côté, on va avoir une vraie action de la part de cet opérateur économique qui va être actif dans votre définition du besoin. Par plus qu'un chiffrage, en fait. Il va vraiment reprendre les éléments que vous lui avez donnés. On va dire que dans le premier, la définition du besoin, elle est au balbutiement, on ne le connaît pas. Et dans la deuxième, vous demandez au prestataire de vous le définir. C'est clair. C'est ça la différence, c'est que dans le premier ou dans le sourcing, c'est l'acheteur public reste à la main mise sur sa définition du besoin. Dans le deuxième, c'est le prestataire qui le fait. Et cette définition, vous allez l'utiliser par la suite dans votre cahier des charges et dans cette mise en ligne. Mais du coup, il aura déjà, dans la continuité de l'acte d'achat, ce prestataire-là aura eu les infos avant la mise en ligne. Donc là, l'avantage, il est injustifié. On n'a pas les 5 grands principes, c'est liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement et transparence. Là, l'égalité de traitement, elle n'y est pas. La transparence, elle y est au moment où vous avez publié, mais avant, elle n'y était pas. Et la liberté d'accès à la commande publique, vous ne l'avez pas vraiment respectée non plus, puisqu'il y en a un qui a eu accès avant. Donc, faire attention mais c'est vraiment, si on a bien compris ces 5 grands principes, finalement, et qu'on se pose la question, mais est-ce que si je donne ça comme élément, est-ce que je romps l'égalité ou je ne romps pas l'égalité de traitement? Est-ce que j'ai bien fait attention si je donne cette information, ce qu'il y a une transparence de la procédure? Donc, finalement, avec ces 3 petites questions, par rapport à un marché, on arrive en principe à retrouver le bon sens et à faire sonner des cloches, on va dire, au bon moment. Voilà, donc ça, c'est le délit de favoritisme. Donc, il faut faire, c'est un peu... faire quand même un peu attention, sachant qu'il y a très peu de condamnations. Voilà. Donc, mais quand même, je suis obligée en tant que juriste de vous avertir de ça. Et ensuite, il y a la prise égale d'intérêt qui, elle, est beaucoup plus large. Elle vient s'appliquer à n'importe quelle action. Alors, délit de favoritisme, c'est uniquement marché public. Prise égale d'intérêt, c'est tout. Souvent, je prends l'exemple des éoliennes. Pourquoi? Parce que c'est, on va dire, on y retrouve l'épicentre un peu de la prise égale d'intérêt. C'est souvent le maire dont la famille a des terrains, on va dire, X ou Y qui sont classés agricoles. Et finalement, il va faire modifier le PLU, peut-être c'est sur 5 ans, hein, mais il va faire modifier le PLU, ces terrains ne seront plus en terrain agricole, donc ils seront éligibles à la construction d'un parc éolien, et finalement la famille de ce maire va récupérer de l'argent. Et là, on dira, oui, mais attendez, c'est pas lui, c'est sa famille, c'est pas lui directement. Oui, d'accord, mais dans le processus de décision, il aura agi, il aura émis une opinion, il aura influencé pour que ces terrains agricoles soient déclassés et deviennent constructibles pour un parc éolien. Voilà, donc la prise égale d'intérêt, elle va s'ouvrir à tous les actes. Et là, le législateur nous a dit, attendez, parce que lorsqu'on est dans une petite collectivité, de moins de 3500 habitants, en fait, c'est facile que moi, ma femme, ça soit la seule boulangère du coin, ou que mon mari, en tant que maire, ça soit le seul artisan ou le seul avocat ou le seul et qu'on ait besoin de cette personne en urgence. Et du coup, on va passer un marché public. Donc, en fait, effectivement, la prise égale d'intérêt, à ce moment-là, elle est quasi systématique. Le législateur a dit, écoutez, pour les communes de moins de 3500 habitants, il y a une exception. C'est qu'à hauteur de 16 000 € par an, la personne qui a pris un intérêt, elle ne sera pas poursuivie. Et il faut faire attention aussi, c'est que, on va dire, dans la prise égale d'intérêt, c'est que ça peut être une personne que vous connaissez, mais la jurisprudence a pu condamner un maire parce qu'il a attribué le marché à en fait le parent d'un ami du foot de son fils. Vous voyez, c'est quand même large. Hein. Ou parce qu'ils avaient les mêmes pensées philosophiques. Des fois, j'ai vu des arrêts de la chambre criminelle dans ce sens-là. Donc, c'est très large et en même temps, on va dire que le législateur, c'est plutôt qu'il faut faire attention, puisque dans les petites communes, malheureusement et heureusement des fois, tout le monde se connaît et que la prise égale d'intérêt dans ces cas-là, elle serait automatique. Donc voilà, j'étais obligée de vous parler de ça en disant
Si vous respectez les 300, en répétant encore une fois, si vous respectez les 5 grands principes, vous ne vous retrouvez jamais dans cette prise illégale d'intérêt ni dans ce délit de favoritisme. Alors, dans mes annexes, et on en aura terminé, je vais vous libérer. Vous avez un point vocabulaire, donc la définition de l'accord cadre. Je vous rappelle, l'accord cadre est une technique d'achat et non pas une procédure de passation. Vous avez des petites définitions, comme ça vous pouvez vous familiariser avec ce que j'ai dit, vous rappeler, et même si vous avez un doute, y retourner. Dans mon point définition, j'ai mis un petit repère DCE. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le règlement de la consultation? Donc là, vous avez des flèches avec ce qu'on y retrouve. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le cahier des charges? Pareil, pénalité de résiliation, etc. Ensuite, je vous ai mis, et ça, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. C'est surtout en lien par rapport à ce nouveau seuil de procédure sans possibilité de mise en concurrence des 100 000 €, où je vous ai indiqué qu'est-ce qui se passe en cas de problème avec un prestataire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, toujours ici, vous avez toujours ici une obligation, je vais insister un peu là-dessus, de traçabilité de vos mécontentements, donc souvent courrier recommandé. Assurer une traçabilité en fait de la faute contractuelle si elle existe, ou du non-activité du prestataire, parce que des fois on signe un devis et en fait on n'entend pas le prestataire pendant 6 mois. En cas vraiment de conflit où il a commis une faute ou vous n'avez plus de sous, parce que des fois ça arrive, quelles sont les possibilités offertes par le code, c'est-à-dire une fin anticipée en droit public, ça s'appelle une résiliation de marché public. Donc là, je vous ai mis pareil les articles qui vous l'indiquent. Donc, j'insiste surtout sur la faute et le motif d'intérêt général. Les 3 autres, c'est un peu plus complexe. Enfin, les 4 autres, pardon. Ensuite, je vous ai mis quels sont les règlements amiables. Donc, on a la saisine du comité consultatif, le médiateur ou l'arbitre. Ensuite, le contentieux des marchés publics. Mais ça, vraiment, je vous laisse le regarder tranquillement. Et si vous avez des questions, vous me rappelez, moi, je vous l'explique. C'est sur le référé, sur les référés principalement. Ou le déféré préfectoral, c'est lorsque le préfet n'est pas forcément d'accord et vous demande de retirer une décision. Et là, c'est, on va dire, un peu le Saint Graal, j'espère. J'ai compilé ici sur un tableau les guides d'aide à la rédaction. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez passer un MAPA, les guides des acheteurs publics, ils ont mis un MAPA en ligne. Vous voulez vous approvisionner localement pour le marché denrées alimentaires, l'AMF a un petit guide aussi. Le plan de relance qui a été publié, il me semble, le 15 décembre, vous le retrouvez ici avec le lien. D'accord? Et vous avez comme ça, en matière de travaux, le concours de maîtrise d'œuvre, le guide à l'attention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre, donc vous avez encore un guide, et surtout ici, la loi Egalim. Décryptage de la loi Egalim, donc les obligations pour les collectivités territoriales, et la boîte à outils dont je vous parlais tout à l'heure. N'hésitez pas aussi à aller voir exemple de clause, association de la clause verte, dont je vous parlais aussi de façon un peu plus succincte. Et ensuite, voilà, en fonction du thème, vous en avez d'autres. Ensuite aussi, n'oubliez pas, je vous avais indiqué les CCAG, vous savez, lorsque vous n'avez pas le temps de rédiger l'intégralité de votre marché public, et notamment l'exécution, les CCAG, je vous ai remis le lien ici, et aussi vous avez des formulaires, c'est-à-dire que les formulaires, le Bercy en a rédigé, c'est des formulaires types qui vous permettent en fait pour la passation de marché public d'en avoir et au moins, lorsque vous passez un marché, d'indiquer les éléments essentiels du marché. Pareil pour les formulaires d'exécution, il y en a pas mal. Notamment, vous avez ici les formulaires types pour rédiger un avenant. Et en fait, ça vous permet de l'utiliser sans avoir pour autant besoin de tout rédiger. Et au moins, vous êtes sûr que vous avez des éléments essentiels. Ensuite, un organigramme, mais ça, c'est l'AMF. Voilà. Vous avez tous les numéros. Moi, je suis par là. Mais si vous n'arrivez pas à lire, tout est là. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. Avez-vous des questions? Merci, Mélodie. Est-ce que tu veux remettre ta webcam et enlever le support peut-être? Oui. Qu'on te voit, qu'on voit ton minois, ton joli minois. Hop, est-ce que vous me voyez? Pas pour non, toujours pas. Non. Non. Je vois qu'il y a une question de la mairie de Sougé. Oui. Alors, allons-y. Si je vais répondre. Alors, le chat. Je vais la lire. Je veux bien que vous la lisiez, s'il vous plaît. Vous m'entendez?
Alors, si la décision Alors, est prise en conseil municipal et que l'élu en question ne se prononce pas sur l'attribution du marché, est-ce que ce seuil de 16 000 € s'applique encore? Alors, il faut pour éviter toute prise illégale d'intérêt et délit de favoritisme, il faut que l'élu ne participe aucunement à la prise de décision. C'est-à-dire que pendant les débats, il n'est pas là et durant le vote, il n'est pas là. C'est les deux conditions. Il faut qu'il n'ait pas surveillance et administration de la chose qui est jugée ou une participation quelconque. Comme ça, on s'assure que voilà, il va pas à la commission. Enfin, il va pas. S'il y a une commission, ce point est élaboré en commission. Durant cette commission, il quitte la commission. Il faut que ça soit noté sur le PV de la commission. Et pareil lors du conseil municipal. Il sort du conseil municipal dès le début des débats, dès l'ouverture du point. Est-ce que c'est plutôt clair du coup? Est-ce que c'est clair pour la mairie de Soulier? Et à ce moment-là, oui, ce seuil s'applique forcément. C'est bon. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Vous pouvez ouvrir vos micros. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour voir beaucoup de choses. Monsieur Leroy. Simplement, concernant la présentation, je voudrais savoir, donc elle sera disponible sur le site de la MF 41. Par contre, elle sera dans l'espace adhérent, elle sera dans quelle rubrique? On ne cherche pas trop. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Il va être mis sur le lien que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'aller sur l'espace adhérent. Vous aurez besoin de cliquer sur l'onglet formation. Alors, il va être mis dans la journée, je pense. D'accord, très bien, merci. Il n'y a pas besoin de se connecter ou de mettre vos codes, ne vous inquiétez pas. Avez-vous d'autres questions? Il ne faut pas hésiter, hein, si je reviens sur un point sur les procédures ou sur ces fameux montants. Allez-y, monsieur. Vous avez ouvert votre micro. Oui, c'est simplement pour dire que je voulais remercier l'intervenante parce que c'est relativement clair pour un sujet qui est quand même très dense et très abscon quelquefois pour quelqu'un qui est un nouvel élu. Et donc, je pense qu'il va falloir le digérer. Les questions viendront plus tard. Merci en tout cas. Bah, je vous en prie, merci à vous. Et puis, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous avez mon mail. Je sais très bien que des fois, en plus, avec tout ce vocabulaire qu'il faut ingérer. Donc, vous avez mon mail, vous m'écrivez. Moi, je vous rappelle s'il faut. Et de toute façon, le plus régulièrement, je fais une réponse écrite avec plus adaptée des fois à votre problématique, puisqu'on ne traite pas de la même façon les marchés de travaux qu'un marché de fourniture. Voilà, donc je peux très bien comprendre qu'en fonction du sujet, ce que j'ai dit qui reste très général, puisqu'on est sur une présentation plutôt succincte, vient à se transformer des fois en beaucoup plus compliqué, puisqu'on a des exceptions au principe, comme toute matière juridique qui se respecte. Quand on peut faire compliqué, on fait toujours compliqué. Et puis, moi, je voudrais rajouter que il s'agit d'une séance de sensibilisation. Hein, Lucie va sans doute confirmer que vous disposerez d'une offre de formation sur ce sujet pendant l'année. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas encore fixé de date pour les marchés publics, mais ça va venir. Là, on est plus axé sur le budget, au vu du calendrier. Mais oui, effectivement, il y aura des formations qui seront sur environ 6 heures. Mais voilà, déjà, c'était une excellente première prise d'information que vous avez eue. Oui, il ne faut pas hésiter vraiment si un petit mail, même succinct, vous me dites, voilà, j'ai ce problème-là, je n'ai pas compris ça. Moi, je reviens derrière, je vous rappelle et puis je prends le temps de vous expliquer. Vraiment, je suis à votre service, quoi. Il ne faut pas hésiter. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'au début, lorsqu'on met le nez dans les marchés publics, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Donc, sachant que c'est pas très facile des fois et qu'on a beaucoup de nouveaux élus cette année, donc depuis l'année dernière, je veux dire, faut vraiment pas hésiter. Moi, je prends le temps de vous rappeler, de vous expliquer. Merci beaucoup. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On va laisser. Quels sont les délais excusez-moi, quels sont les délais pour qu'une entreprise remette le DOE? Alors, ça dépend. Enfin, pour la procédure formalisée, vous savez, c'est celle où le montant est le plus élevé. Le délai est de minimum 1 mois.
Et après, la jurisprudence vient dire que pour en dessous, il faut un délai raisonnable. Donc, par exemple, si c'est un marché de fourniture de bureaux, des fois 2 semaines, c'est plus que suffisant pour que les sociétés répondent. C'est très, on va dire, c'est très compétitif, c'est du stylo bic, enfin, c'est des choses simples. Par contre, par exemple, des fois, on est en MAPA, mais c'est très complexe. Par exemple, on va dire des travaux de rénovation d'une usine de l'eau. Alors, on n'est pas à 5 350 000, mais la complexité est telle que peut-être 2 semaines, c'est impossible. Donc, il faut laisser 1 mois, voire 1 mois et demi pour que le titulaire réponde. Donc, c'est vraiment en fonction déjà d'une… La question, c'est savoir sous quel délai une entreprise, à la fin des travaux, doit remettre le dossier des ouvrages exécutés. C'est à la fin. Ça dépend. Le cahier des charges de Bercy donne, il me semble, 2 semaines ou entre 2 semaines et 30 jours, je ne sais plus. Y compris quelque chose quand comme il y a ça. des plans. Ça dépend après. Comment? Y compris quand il y a des plans. Y compris quand il y a des plans, ça dépend de la technicité de l'ouvrage en fait à exécuter. Si vous êtes dans la phase de maîtrise d'œuvre et que votre maître d'œuvre doit vous remettre des plans, parce que c'est là dont vous parlez, on est d'accord. Ou est-ce que vous parlez à la fin de la réalisation des travaux, La fin de la réalisation des travaux, l'entreprise a combien de temps pour nous remettre… De travaux. Oui, l'entreprise de travaux. Puisque dans la phase de travaux, il n'y a plus de plan. Il n'a pas réalisé, l'entreprise de travaux n'a pas réalisé des plans, on est d'accord. Elle va vous remettre, en fait, elle tient un document à jour des travaux que le maître d'ouvrage, donc la commune, peut demander à n'importe quel moment. À la fin, par contre, l'entreprise des marchés de travaux doit vous le remettre de façon plus officielle. Par contre, vous pouvez le consulter quand vous voulez. Il doit être à jour. Et excusez-moi, le dossier je vais prendre un exemple pour être plus clair. Une entreprise qui refait des réseaux eau, assainissement ou autre. Elle a par exemple la géolocalisation et puis remise des plans à jour suite aux travaux qu'elle a fait. Donc avec les erreurs pour que le dossier soit bouclé. Donc ça c'est d'accord. Ça c'est une obligation dans votre marché. C'est pas forcément dans tous les marchés de travaux. D'accord. Maintenant je comprends mieux. Okay. Oui. Qu'est-ce que vous avez cadré dans votre… Ça, c'est dans votre marché de travaux. Vous avez sûrement… D'accord. OK. Non, mais je ne le percevais pas comme vous, là. OK. Dans votre cahier des charges, des fois, vous allez avoir des délais. Vous savez, c'est quand je vous disais de définition. Plus on va un peu définir le rendu, l'attendu, et des fois, on a plus de levier de négociation pour le titulaire, si vous voulez. Si on va lui dire, en fait, vous aviez 2 semaines pour nous remettre les plans après la fin du marché, vous n'avez pas respecté, on va vous appliquer des pénalités. Vous voyez un peu le raisonnement? Mais ces remises, donc c'est attendu, cette remise de nouveaux de réhabilitation avec peut-être création de nouveaux réseaux. En effet, les plans sont des attendus nécessaires. Puisqu'en plus, ça devient le domaine public de la collectivité. Oui, oui. Parce que du coup, j'ai répondu. Oui, d'accord, super. Y a-t-il d'autres questions? Eh ben, écoute, alors, je vois qu'on me quitte. Alors, il est temps. Il est 12h30, c'est l'heure d'aller déjeuner. Oui. Donc, on va peut-être ça marche. Là. Est-ce que Lucie veut faire un petit mot de clôture? Alors, merci Nathalie, merci Mélodie, c'était très bien. Merci à vous tous pour la participation. Je rappelle juste que nous avons une autre session de sensibilisation sur l'urbanisme lundi à 10h30, sur les assurances communales le 14 janvier aussi à 10h30 et sur la voirie communale le 19 janvier. Voilà. Dans mon petit tableau, à la fin de mon intervention, il y a le guide de passation des marchés d'assurance. D'accord, très bien. Voilà. Comme ça, si jamais…
D'accord, parfait. Je leur préciserai. On va mettre le diaporama et peut-être la vidéo selon les modalités sur notre site internet. Je vous ai remis le lien dans la conversation. Okay. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite bonne année et en avant Guingamp pour les marchés publics. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir. Au revoir. Pourquoi je peux rien faire?